T'allais ouvrir la bouteille. Vincent, veux-tu ouvrir la bouteille? On n'est pas obligé de commencer à boire tout de suite. C'est vous qui me direz quand vous avez la soif, mais de toute façon, nos verres, nos vins, ils prennent de l'air assez bien. On a toujours la soif. On a toujours la soif. OK, parfait. Oui, tu nous diras quand c'est prêt, puis on plonge dedans. Parfait. Yes, Yeah. merci. Vincent Laniel, a.k.a. Vincent Sulfite, moi, j'adore ton nom de plume. Oui. Comme je capote. Je trouve que c'est comme... moi, j'aime beaucoup les jeux de mots, en général. Puis toi, t'en as comme un peu un autre, là, Oui. en général. Fait que lâche-toi lousse aujourd'hui. Tu peux Parfait. avoir plein de jeux de mots. Tu vas me faire rire à fond. Parfait. On est allé faire un peu une recherche sur toi. T'sais, on te connaît vraiment sous ton nom, Vincent Sulfite. On connaît tes infolettes. Ça fait super longtemps qu'on te suit. Puis quand on savait que tu venais pas du monde du vin, fait que tu es un ancien comptable. Tu as étudié à la maîtrise en urbanisme. Ouais. Tu nous parleras un peu de ça, parce qu'on est bien curieux ce que ça fait dans la vie, un urbanisme aussi. Ton déclic officiel pour le vin, c'était avec Émilie Campeau, lors d'un atelier de dégustation sur les vins allemands. C'était en quelle année, ça? 2017. 2017. Un an plus tard, tu lançais ton infolette. Oui. Qu'est-ce qu'on boit? Exactement. T'as écrit un livre, t'as aussi participé, il y a eu une version documentaire de ce livre-là. Là, t'es rendu vigneron. J'en oublie-tu? T'en as fait un chemin. Là, maintenant, je suis vigneron et has-been. C'est comme si toutes les grosses activités de ma jeune carrière du vin, c'était comme passé au début. Puis là, je surfe un peu là-dessus. Depuis. Un has-been, successful has-been, quand même, on s'entend? Oui, c'est ça. C'est juste que, tu sais, comme quand même en 2020... C'était 20 ou des fois je me trompe dans la pandémie, c'est comme un monobloc, là, 20 et 21 deviennent un peu mélangés. Donc c'est 2020, je suis allé à Tout le monde en parle, tu sais. Je sortais le livre, la série télé, on me voyait à l'écran avec Magali Lépine-Blondeau, tu sais, ça c'était mon pic. Puis après ça, tu sais, moi je suis retourné travailler au Candide tranquillement, puis on a acheté le vignoble, puis le vignoble c'est tellement prenant que c'est sûr que j'ai pas maintenu les activités médiatiques. T'sais. Une fois de temps en temps, il y a une émission de télé ou de radio qui m'appelle, parce que je pense que je suis un bon communicateur. Fait qu'ils sont contents d'avoir moi pour venir parler de vin. Mais je pousse pas dans cette voie-là. T'sais. Fait que je surfe un peu sur la vague du livre, puis de Tout le monde en parle. Puis quand, dans le fond, nous, on t'a invité en premier parce qu'on aime vraiment la personne que t'es. Puis on trouve que t'amènes vraiment un vent de fraîcheur aussi à la sommellerie ou en tout cas au milieu du vin, qui est plus humain, qui est moins prétentieux, qui est moins comme pogné. Ou, on sent qu'on est vraiment les bienvenus à aimer le vin quand on te lit et quand on t'écoute. Fait que merci d'avoir tracé ce chemin-là aussi parce que ça en a influencé plusieurs, dont moi. Moi, je pense que la façon que tu écris, ça m'a vraiment tout le temps beaucoup plu. Puis merci. Je l'apprécie. En fait, c'est drôle, puis je vous le disais avant qu'on ouvre les micros, mais vous avez reçu sur le podcast des gens qui, moi, ont fait ça pour moi. Moi, des gens qui parlaient de vin d'une manière dont j'avais jamais entendu parler, des Steve Beauséjour, des Alex Boilly notamment, Émilie Campeau. Ils ont nourri en moi cette envie-là de parler des gens derrière les bouteilles, plus que du prestige d'une appellation, puis donc, moi, j'ai juste pris ça. Puis je suis un peu une éponge dans la vie. Fait que, je pense que j'ai un peu pris de tous les bons côtés de ces personnes-là. Puis je l'ai mis en moi. Puis maintenant, je le mets dans mes mots, tu sais. Mais donc, j'avais vraiment envie de faire partie du podcast. Tu sais, je vous l'ai dit, j'ai presque tout écouté la saison 1 jusqu'à maintenant. Vous avez reçu des gens que j'aime beaucoup. Puis j'aime le format long qui permet de se perdre un peu dans des réponses parce que c'est moins formaté. Tu sais, quand je donne une entrevue radio, tu le sens, le timer. Tu le sens que tu as 7 minutes, puis quand tu sors, tu as l'impression que ça a duré 1 minute et demie. Donc, tu peux pas te perdre dans une réponse. Il faut que tu sois vraiment tight. Mais j'aime le format long, puis j'aime ça écouter des formats longs. Ah ben c'est génial. Fait que j'aime beaucoup votre podcast. Vas-tu t'écouter? Merci. Après? Je sais pas. Je le faisais beaucoup au début parce que les premières fois que tu t'écoutes dans la vie, que tu te vois à la télé, tu trouves ça insupportable. C'est horrible, hein? Et après ça, tu passes de l'autre bord, est-ce que finalement, tu apprends de ça, puis ça devient c'est un peu une activité pédagogique. C'est très formateur de se voir à l'écran ou s'écouter à la radio.
Fait que j'aime ça me réécouter généralement pour voir si j'ai pas dit de bêtises, puis si je dois pas faire un erratum ou un communiqué de presse pour dire je m'excuse d'avoir dit telle chose. C'est arrivé? Non, jamais. Non. Mais je sais pas si je vais m'écouter pendant 2 heures, par contre. Non, ok, c'est ça, je Ouais. comprends. Nous, il faut le faire parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Ouais. Mais j'avoue que, quoique moi, je me suis surprise la première fois qu'on a eu un premier épisode qu'on a reçu. J'étais super nerveuse, puis je me disais, je peux pas imaginer que j'étais en train d'écouter ça. Puis là, je marchais avec mes chiens. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Puis je riais. Puis là, j'ai fait comme, shit, mais c'est notre podcast, ça. J'ai du plaisir à écouter ça, Ouais. sinon, ben le fun. Fait que je trouve ça quand même cool. Fait peut-être que tu vas te faire prendre au jeu, toi aussi, puis Peut-être. tu vas t'écouter au complet. Peut-être. Bien. Peut-être. Ouais. Parle-nous de où ça vient. T'sais, oui, c'est en rencontrant Émilie Campeau que tu es tombée vraiment, que tu as découvert peut-être un peu ton chemin vers le vin, mais de où ça devient cette passion-là pour le vin? Je pense que j'ai un espèce d'esprit, ma tête, mon cerveau, comment ça fonctionne, c'est je veux toujours comprendre tout. Puis c'est un peu fatigant parce que faut tout le temps, quand il se passe quelque chose que je comprends pas, il faut que j'aille sur Google chercher ma réponse. Je veux comprendre. Puis je pense que le vin, ça a vraiment cliqué comme ça dans ma tête. Tu sais, je me souviens, j'étais étudiant. Quand tu es étudiant, oui, tu travailles fort, tu étudies fort, tu as une job à côté, mais il y a aussi bien des moments que tu te perds sur le net parce que ça te tente pas tant, finalement, de travailler sur ton travail de mi-session qui est à remettre dans 2 semaines. Et j'aimais beaucoup me perdre sur le site de la SAQ, Ah ouais, notamment vraiment? les jeudis, parce que les jeudis, il y avait les nouveaux arrivages SAQ. Puis là, je cherchais, peut-être là-dedans, il y avait une nouveauté nature. Puis on se remet à l'époque, là, 2015, 2016, 2017, des vins nature à la SAQ, ça se comptait sur les doigts d'une main, tu sais. Donc, des fois, on tombait plus dans une mi-catégorie de genre, ben ce producteur-là, il est en levure indigène, il n'est pas vraiment nature, mais tu sais, on est sur quelque chose d'un peu plus libre. Puis là, ben moi, je cherchais un peu ces trésors-là, tu sais. Fait que cette curiosité-là, je l'ai nourrie comme ça. Puis là, genre, j'achetais bien trop de vin pour mon budget d'étudiant. Puis avec mon coloc aussi qui tripait vin, on goûtait des trucs, puis tu sais, on apprenait de ça, tu sais. Fait qu'on a un peu fait notre propre apprentissage du vin pour commencer. Et c'est là qu'à un moment donné, j'étais comme tout le temps à une connaissance ou deux d'un fameux groupe qui s'appelait Vin Fun et qui, un dimanche par mois, faisait un brunch, faisait venir Émilie Campeau, puis elle faisait un genre de masterclass sur une région viticole. C'est bien cool. Puis là, moi, je voyais ça, là, je voyais leur, tu sais, la moitié, on était amis Instagram, tu sais, puis là, je voyais les stories après de ce qu'ils avaient bu, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça a l'air tellement cool, ces trucs-là. Comment qu'on fait pour y être? Est-ce que tu connaissais Émilie à cette époque-là? De nom. Genre, De nom, ok. j'avais lu sa fameuse prise de bec avec Marie-Claude Lortie, Ok. qui avait fait une mauvaise critique sur le Candide. Émilie avait répondu sur Facebook et ça avait fait un mini tollé, là. Là, c'était parti dans tous les sens. Puis moi, je la trouvais très... je trouvais qu'elle avait genre du guts, tu sais, Ouais. puis comme elle avait du caractère. Puis je la lisais dans Urbania, puis genre, de loin, je la trouvais vraiment cool, tu sais. Fait que moi, j'étais comme un dimanche brunch à aller boire les vins d'une région puis à apprendre, c'est mon rêve, tu sais. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'a pas pu être là un dimanche, ça s'est rendu à mes oreilles et j'ai été capable de prendre sa place, genre j'ai su la veille. Wow! Et c'était les vins d'Allemagne. Et tu sais, ce c'est qui est ça. fou, c'est que quand tu regardes aujourd'hui, il faut que tu remontes vraiment loin dans l'Instagram d'Émilie, mais elle mettait toujours une photo de ce qu'elle avait amené ce jour-là. C'était tout le temps 6 à 7 bouteilles. Tu regardes le travail qu'elle faisait derrière ça, puis les bouteilles très niches qu'elle trouvait pour quand même, finalement, des jeunes trentenaires qui avaient un peu de sous, puis qui rapidement devenaient pompettes, puis peut-être qui écoutaient à moitié. Elle se donnait vraiment beaucoup. Et ça a été comme ça le début de notre amitié, parce que moi, j'étais pas pompette, puis j'étais genre un peu plus jeune que le reste. J'avais 1001 questions. Elle a senti en moi un côté geek qui lui rappelait son propre côté geek de 5-6 ans avant, quand à l'époque, elle était cuisinière à Paris, puis il y avait un caviste au coin de sa rue, puis elle allait le voir à chaque semaine, elle était comme « Qu'est-ce que je bois ce soir? » Puis là, elle a commencé à échanger, puis là, lui, il l'a pris sous son épaule, puis lui a tout appris, tu sais, les bases. Fait qu'elle a un peu fait ça pour moi, tu sais. C'est bien Elle a cool. été très généreuse. tu sais. Wow! Ah Fait que ouais. moi, j'essaie de retenir cette générosité-là à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lève la main pour dire genre, Vincent, peux-tu répondre à telle question? Peux-tu m'apprendre telle chose? Genre, ça me fait tellement plaisir parce que moi, j'ai bénéficié de ça au maximum.
Puis comment c'est parti, justement, cette amitié-là? Fait que, tu sais, vous avez vraiment bien connecté pendant l'atelier. Est-ce que après vous êtes restés en contact proche? On est devenus de très bons amis très rapidement, je pense, en raison d'une chose, notre amour de François Pérusse. Donc, rapidement, on connectait sur des jeux de mots. J'étais capable de dire une ligne de François Pérusse, que quand tu connais ton François Pérusse, l'autre personne a la réplique, tu sais. Et donc, tu sais, ça, c'était vraiment top. Moi, j'étais étudiant, j'avais un horaire flexible. Elle avait un horaire de restauration, ce qui fait que, tu sais, les lundis soirs étaient en congé. Souvent, elle était comme, hey, ça te tenterait-tu, genre, qu'on aille souper à telle place? Puis là, genre, moi, j'étais tellement gourmand d'informations sur le vin. Je me souviens que la première fois qu'elle m'a fait des vins à l'aveugle, là, j'ai tellement aimé ça, là. Fallait que je découvre une bouteille de Pinard et Fille. Genre, ça venait d'où? Puis là, tu sais, j'étais vraiment pas très bon au début. J'étais comme, ben, c'est peut-être la Loire, puis tout ça. Puis là, elle m'a amené le concept de l'entonnoir. Tu sais, l'alcool est comment, l'acidité est comment, pour essayer de réduire au maximum pour, à la fin, là, te rapprocher le plus près de la zone. Fait que genre, j'ai appris ça avec elle, puis je m'en souviendrai toujours de cette soirée-là, d'avoir bu une première bouteille à l'aveugle. J'ai adoré ça. C'est bien cool. Fait qu'elle t'a vraiment comme, t'es devenu un peu son élève. Ouais, elle est devenue ma mentor. Je me souviens, elle avait écrit un article pour un magazine à Toronto en mars 2018. Il fallait qu'elle aille à Toronto pendant 3 jours. Moi, il fallait que j'y aille pour le travail. On s'est booké un Airbnb. On est allé chez Pearl Morissette. C'était la première fois que je goûtais dans une cuverie, tu sais, sur fût. Ça a été une dégustation de 3 heures avec l'assistante maître de chai, Svetlana, qui, genre, a une manière de parler du vin. Elle va jamais te parler d'arôme. Elle va juste te parler de la structure du vin. Et ça, moi, j'ai appris beaucoup de ça. Elle était là, elle utilisait son bras, puis là, elle disait, tu sais, le milieu de bouche ici, il est comme ça, mais tu sais, on a vraiment la longueur, puis elle gesticulait beaucoup, puis elle parlait, c'est ça, de la structure, l'acidité, l'alcool, la rondeur, les amers, plutôt que de nous dire, tu sais, sentez-vous le litchi là-dedans, tu sais. Puis moi, j'ai appris le vin comme ça, que si ça sent le litchi, ça te regarde toi, tu sais, dans le sens que toi, tu vas peut-être sentir que ce vin-là, ça te rappelle la tarte aux pommes de ta grand-mère. Ça te regarde, tu sais. Il n'y a rien de faux. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de mauvaise réponse, tu sais. Puis moi, on m'a appris à parler du vin comme ça, tu sais, de respecter que les gens, ils peuvent bien sentir ce qu'ils veulent dans le vin puis goûter ce qu'ils veulent. Mais par contre, la structure, ça, c'est plus objectif. Puis ça, on peut entraîner notre palais à ça, tu sais, justement, tu sais, comme être sensible à l'acidité. Tu sais, quand tu fais, je les ai jamais fait ces cours-là, mais tu sais, le Court of Master Sommelier, tu sais, les cours vont t'amener à décrire l'acidité comme étant sur une échelle de 5, tu sais, acidité médium, médium basse, basse, acidité moyenne haute, haute. Puis quand tu mets ça dans 5 cases comme ça, pour l'acidité, l'alcool, les amers, tu sais, là, tu commences à comprendre la structure des vins. Puis même si j'ai jamais fait ces cours-là, c'est un peu comme ça que mon cerveau fonctionne quand je goûte un vin. Ah, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est très cool. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, OK, moi, je veux travailler dans le vin? C'est un peu de la faute d'Émilie, là. J'étais comme à la mi-chemin de mon mémoire. Merci, pas de mon mémoire, mais de ma maîtrise. C'est-à-dire que j'avais fini la partie cours, donc à peu près la première année de maîtrise. Et là, je m'en allais commencer le mémoire. Puis, elle était comme, pourquoi tu fais ça? Puis, l'autre bord, mes parents étaient comme, fini, va chercher le papier, tu sais. Puis, comme, mais Émilie était comme, tu sais, je t'entends, Vincent, on dirait que tu n'as plus envie d'aller travailler dans la sphère de l'urbanisme. On dirait que tu veux te rapprocher du milieu du vin. Cette année-là que tu vas prendre à rédiger ton mémoire, tu pourrais l'investir dans en apprendre plus sur le vin. Puis là, ça me jouait dans la tête. Et donc, vous l'avez dit en introduction, à l'époque, J'étais genre directeur adjoint aux finances d'un cabinet de relations publiques. Fait que c'était un job que j'étais vraiment capable de faire à temps partiel. Je pouvais jouer avec mon horaire. Il y avait une quantité de travail à faire. Puis après ça, moi, je pouvais la clencher puis me libérer du temps pour être à la maîtrise ou me libérer du temps pour découvrir le vin. Ah, oui. Et c'est Martin Landry de l'agence Wino qui m'a invité à aller prendre un verre à un moment donné. Il était comme, Vincent, je suis tout seul dans ma business, à part des représentants. Et Martin, il a 3 business. T'sais. Il fait du design de cave à vin, puis il importe du matériel pour faire des caves à vin. Il est importateur d'une marque des Philippines qui fait des super beaux casiers à vin. Il avait besoin d'aide, il avait besoin d'un bras droit aux finances. Puis là, j'étais comme, ça va me rapprocher juste un peu du vin.
ça va être encore faire des factures, puis genre gérer les états financiers, puis tout ça. Mais je m'attendais à ce qu'on ait une dégustation de vin le vendredi midi une fois de temps en temps, puis que je puisse genre comme goûter beaucoup puis donner mon avis. Est-ce que ça s'est passé comme Oui, ça? oui, quand même. Après ça, j'ai trouvé ça tough travailler dans une agence où est-ce que t'es pas beaucoup de monde. Là. C'est-à-dire, il y a des journées au bureau, je rentrais, j'étais tout seul toute la journée. Ah. Ouais. Ça, je trouvais ça tough. Je venais d'une place où on était 20 employés, il y avait comme une énergie puis tout ça. Fait que bref, je me rapprochais du vin, mais pas assez à mon goût. Et là, au Candide, donc là, je veux juste, au restaurant Candide, je veux juste remettre les choses en perspective. C'est Émilie qui avait fait la carte depuis le début de l'ouverture en 2016. Mais en 2019, ça faisait presque un an qu'elle vivait déjà à l'extérieur du pays. Elle était en Autriche. Et donc, elle faisait une formule à distance. Et donc, son bras droit à l'époque, sa bras droit, en fait, était super essentielle parce qu'elle devient les yeux, le palais d'Émilie qui est à distance. Tu sais, Émilie achète un vin, elle l'a peut-être goûté en Europe. C'était la personne qui travaillait à l'époque sur le plancher qui devait goûter puis faire comme « Hey, Émilie, ça goûte pas comment tu le décris. J'ai l'impression que peut-être que le transport l'a affecté ou whatever. » Ou genre, tu voulais le mettre sur la carte, sur ce plat-là, ça clash. Ça marchera pas. Alors, cette personne-là a eu une offre d'emploi pour aller ailleurs. Et donc là, Émilie, je me souviens, elle me texte, elle dit « Oh mon Dieu, mon assistante s'en va, comment je vais faire, et tout ça. » Puis je fais juste dire, est-ce que ça serait bizarre que je postule? Puis là, elle dit, laisse-moi quelques jours pour y penser. Puis genre, elle y a pensé, puis je me souviens, là, genre pendant 3-4 jours, elle m'est revenue le dimanche, elle était comme, je pense que c'est pas fou. Parle-en avec John, le chef. Fait que j'étais allé au Monopole avec John un lundi, puis j'ai soumis ma candidature, puis John, il est drôle, là. Avec moi, il a toujours été un petit peu... un peu rough parce que il sait que j'étais un peu baveux, j'étais un grand fou mettons, puis des fois je dis des affaires, puis genre des fois je dis un peu de bullshit sans m'en rendre compte, puis John c'est un peu un gars super carré, no bullshit. Fait qu'avec moi des fois il était bien raide. Puis je pense qu'on a tellement donné un show au Candide parce que les gens qui mangeaient au bar voyaient notre dynamique, John et moi, que genre John il disait t'es en retard, puis j'étais comme ben je m'en fous John, puis là, les gens ils riaient au bar puis tout ça. Fait que bref, tout ça pour dire que j'étais allé luncher avec John, puis il a dit OK, on pourrait l'essayer. Mais il y avait des doutes parce que j'avais pas étudié là-dedans. C'était un peu autodidacte depuis le début, tout ça. Comme Émilie en même temps. Oui, comme Émilie, effectivement. Il avait fait confiance à Émilie quand même. Et la chose, je pense, qui le rassurait, d'abord, c'est que ça faisait un an à ce moment-là que je rédigeais l'infolette. John ne la lisait pas, mais le savait. Je pense que quand tu fais quelque chose un peu bénévolement comme ça pendant un an, à écrire à chaque semaine, tu montres que tu es assidu. Tu montres que tu as une volonté, tu montres que tu as faim, finalement, tu sais, que tu veux faire des choses, tu es sérieux. Ouais. Et l'autre chose, c'est qu'il savait qu'Émilie avait formé mon palais. Donc, il se disait, probablement que ce travail-là à distance, qu'il devienne le bras droit d'Émilie, alors qu'ils comprennent le vin de la même façon, ça risque d'être une belle équipe. T'sais. C'est super logique aussi, là. C'est comme, c'est comme si... C'est comme une suite logique, finalement, là, que toi, ben oui. Puis des années plus tard, Émilie, elle a levé le pied complètement du Candide. Ouais. C'est moi qui ai pris la carte. Ouais. Puis donc, tu sais, j'ai suivi son tracé à elle, finalement. Tu sais, maintenant, je fais du vin comme elle. Puis j'ai fait la carte du Candide pendant 2 ans à distance, comme elle. Fait que, tu sais, c'est vraiment à elle que je dois tout, tu sais. Très beau. Ouais. Est-ce que tes parents sont fiers de toi, même si t'es parti? Oui, ils rient. Je pense qu'ils rient un peu d'avoir poussé un peu pour le mémoire parce qu'ils sont comme, écoute, à la limite, même mon bac en économie politique me sert pas tant aujourd'hui. Là. À part que je pense que c'est toujours bon d'aller à l'université puis surtout en sciences sociales et humaines, ça fait de nous des meilleurs citoyens, mais ce qui me sert le plus, je vais vous faire rire, là, mais dans mon travail aujourd'hui, c'est mes connaissances comptables. Ben, j'étais pas mal sûre que ça allait t'aider. Oui. Parce qu'il ne doit pas y avoir grands vignerons non plus qui ont ce background finance-là. Puis... Non. Puis je pense que dans les meilleurs, il y a une bonne gestion d'entreprise qui se cache derrière ça. On n'en parlera jamais parce que ça sonne pas du tout romantique, ça sonne Pierre-Yves McSween. Puis comme qui a envie de boire le vin d'un bon comptable? Mais tu sais, un autre mentor que j'ai eu dans ma vie, c'est Mathieu Beauchemin d'Unival. Puis lui aussi, il vient des finances. Non, attends, c'était pas des finances. Non, lui, il vient plus du parcours de... Ouais, il a eu un parcours très international, puis il était plus dans le développement durable.
Il a travaillé dans un cabinet à Québec, puis il s'est rendu compte rapidement qu'il faisait du greenwashing un peu quasiment, puis il était comme, on fait des plans pour des grosses business que personne suit. Il trouvait ça super déprimant. Mais lui, je pense que la comptabilité aussi, il l'a un peu appris de manière autodidacte comme moi. Mais tu sais, c'est mon mentor aujourd'hui, puis tu le sens que, oui, Mathieu, les vins sont bons, puis sa business roule bien. Parce que, entre autres, c'est quelqu'un qui est capable de gérer les chiffres, tu sais, puis qui est capable d'avoir une bonne idée de comment gérer une entreprise, tu sais. C'est ça un gros défi quand même, tu sais. Je comprends. Ouais. C'est peut-être pas glamour, mais c'est quand même important. C'est exactement. Essentiel, en fait. C'est assez essentiel. Ouais. Moi, en tout cas, j'aime bien ça, faire ma comptabilité. Et je pense que c'est important quand on a une entreprise, en tout cas, d'être capable d'en faire un bon bout. Ça se peut que tu aies des limites à un moment donné, mais d'être capable d'en faire un bon bout, c'est vraiment important. Puis nous, peut-être qu'on reprendra cette histoire-là du début, là, mais quand on a cherché du financement pour partir le vignoble, parce qu'on était tous, les 3 associés, on était quand même pauvres, je pense que la solidité du plan d'affaires que j'ai monté, puis la solidité du cadre financier a comme impressionné la banque, puis ça leur a permis de dire oui. Alors que si ça avait été un peu plus comme, tu sais, je veux pas caricaturer, mais si t'es un amoureux du vin, un peu tête en l'air, puis ton plan d'affaires a l'air d'avoir été fait sur le coin d'une table, sur une feuille mobile, puis tout est dans ta tête, puis là tu parles au banquier, puis là t'es comme, non mais ça va être super, ça va être super, ça va être super. Ça se peut que le banquier dise oui, mais moi je veux le voir sur papier, tu sais, ça m'intéresse pas, ça va être super là, tu sais, ça va prendre un petit peu de concret autour de ça. Puis je pense que ça nous a aidé beaucoup, Je comprends. On va en reparler de ça parce que justement on avait des petites questions. À date, on est bon, on y va dans l'ordre chronologique. Moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur ton infolettre. Oui, moi aussi. D'accord. Parce qu'on est super curieuse de plein d'affaires, en fait. Vraiment. Des dessous de l'infolettre. D'accord. Puis t'as parti ça comme ça? Tu t'es dit, moi, je fais une infolette. C'est à cause d'amis, des amis qui voyaient que, genre, à chaque 3 semaines, j'allais à la SAQ chercher une caisse de 6-7 bouteilles, tu sais, parce que j'aimais beaucoup acheter en ligne. C'est là que le stock arrivait en premier, en primeur. Puis j'aimais beaucoup le confort de chercher en ligne des infos avant d'acheter un vin plutôt que d'être devant une tablette, de pas vraiment faire confiance au conseiller, puis tu sais, je vais pas chercher sur mon cell, là, tu sais. Fait que j'ai acheté en ligne, puis là, des amis ont commencé à dire, nous, on ne sait pas quoi acheter à la SAQ, Vincent. Pourquoi tu nous partagerais pas, mettons, tes recommandations? Puis, fait que je l'ai commencé comme ça pour amis et famille. Tu sais, je l'ai annoncé sur mon Instagram, mais à l'époque, j'avais genre 1500 abonnés, mettons. Tu sais, c'était comme... Mais quand même, c'est... À l'époque, oui, là, tu sais, comme aujourd'hui, tu vas pas très loin avec ça, mais comme à l'époque d'Instagram de 2016, ça commençait, puisque je faisais de plus en plus de photos de bouteilles de vin, puis tout ça. Mais donc, tu sais, rapidement, ça a eu une popularité, cette infolette-là, auquel je m'attendais pas, là. Genre, j'ai atteint le premier 1000 abonnés à l'intérieur de la première année. J'étais comme, oh, OK, on est loin de amis et famille, là, tu sais. Ouais, il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt. Plein de gens que tu connaissais pas, dans le Quand je relis les premières infolettes, je suis gêné, là, dans le sens que je comprends pas l'effet. Je comprends pas que ça ait pu être populaire. Parce que des fois, je mettais un rosé. Il y avait 2 lignes. C'était genre rosé de la Provence, un peu foncé, super ami de la piscine, à boire bien frais, point. Ben, c'est parfait. Ben, c'est quand même pas pire. Moi, je trouve que ça ressemble à nos étiquettes. moi, ça me convainc. Là. Moi, je vais m'en acheter une bouteille. Ben, j'imagine que les gens faisaient confiance à ma sélection avant de vraiment faire confiance au texte. Mais tu sais, il y avait un peu de naïveté de ma part. Puis tu sais, je pense que tu sais, à l'époque, si ça venait de la cuvée ou de Nopal ou de raisin, ça allait se retrouver dans mon infolette. Puis je me disais, il y a tellement pas beaucoup de bons vins naturels, d'artisans qui se retrouvent en SAQ que si la cuvée réussit à faire rentrer quelque chose, ça vaut la peine d'être acheté. Ouais. Moi, c'était un peu avant l'époque des pastilles. Je veux juste vous rappeler, là, aujourd'hui, tous les importateurs ont leur pastille sur le devant de la bouteille, tu sais, fait que Primavin, Ward, Symbiose, Raisin, tout le monde a la pastille. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Il y avait Raisin des fois qui commençait. Je pense à Montagnette, à un moment donné, dans ces années-là, ça a commencé. Mais quand Raisin puis Onopol ont été dans les premiers à commencer, ben ça a marché. Parce que quand on savait pas quoi acheter en succursale, qu'on voyait Onopol, t'achetais. Ben, mon infolette faisait ça. Si Vincent en avait parlé, on achetait. Fait que ça, c'est comme ça que ça a commencé. Comment tu... Excuse-moi, je pense qu'on s'en va à la même place. Comment tu faisais ta sélection? Comment tu savais ce qui sortait?
Donc, dans les paramètres, dans les filtres de recherche de la SAQ, tu étais capable de voir la catégorie disponible bientôt. Ça, c'était les nouveaux arrivages à l'époque. Puis, il y avait tout le temps à peu près 150 vins par semaine qui étaient là. Mais ça, c'est tout, là. Mais pas tout, excusez. À la SAQ, il y a ce qu'ils appellent les arrivages continus puis les spécialités par lot. Donc, les arrivages continus se retrouvaient pas dans ce filtre-là. On parle ici des Albert Bichot, mettons, à 15$, un aligoté à l'époque. Ça, c'est des trucs que quand il y en a plus assez dans le réseau, automatiquement, il y a une commande qui est envoyée au producteur. Mais les spécialités par lot, on parle ici de trucs un peu plus niches qui se retrouvent généralement dans les SAQ sélection puis tout ça. Puis là-dedans, il y avait du bon stock. Fait que moi, je scannais ça à chaque semaine. Puis là, c'était long parce qu'à l'époque, il n'était pas écrit le nom de l'agence sur le site. Non, ça, c'est arrivé il y a 3 ans, je pense. Il y a 3-4 ans, la SAQ a fait une grosse refonte de leur site web qui paraît pas tant dans l'habillage, mais c'est là qu'on a pu commencer à taper genre Ward et Associés dans le moteur de recherche. Puis c'est que c'est linké surtout à des gros investissements de la SAQ derrière, les employés, ce qu'ils utilisent, les tablettes qu'ils ont dans leurs mains. En tout cas, ça apparaît pas pour le consommateur, mais ça a été une grosse refonte derrière. Moi, ça, je l'ai senti. Mais donc, c'était beaucoup au début, il fallait que je fouille sur le site Internet pour faire ma sélection à la mitaine. Éventuellement, on a commencé à recevoir... à la SAQ, on allumé, puis on commençait à envoyer ces tableaux-là aux journalistes et à certains influenceurs. Okay. C'est ça qu'on se demandait. Que ça marche. On se disait, comment tu fais pour sortir ton infolette à minuit 24 alors que tout sort à minuit? Oui, je la reçois une semaine d'avance, mais dans le fond, c'est... à un moment donné, j'ai triché quand j'avais pas encore ce tableau-là, mais j'ai commencé au Candide, je me suis rendu compte que ce qu'ils envoient aux restaurateurs qui s'appelle la lettre circulaire, c'est ça. La lettre circulaire qui est envoyée aux restaurateurs, c'est une semaine avant que ça arrive sur .com, les restaurateurs peuvent commander des trucs en exclusivité. C'est pour ça, notamment, ce que j'ai découvert avec le temps, que par exemple, quand un truc super niche, disons les vins du domaine Labbé dans le Jura, qui sont des fois des arrivages de 120 bouteilles de Savagnin, puis tout le monde capote sur ces vins-là, ben, les restaurateurs, ils peuvent acheter avant les particuliers. Donc, il y a des restaurateurs, quand il y a 120 bouteilles de disponibles, c'est pour ça que quand tu arrives à minuit, des fois, il reste 4 bouteilles, c'est que les restaurateurs sont passés avant. Puis c'est pour ça que des fois, il y a des trucs qui se rendront jamais aux particuliers, alors que techniquement, ils sont pas en importation privée. OK. Fait que voilà un petit secret. Mais donc, moi, j'utilisais la lettre circulaire, puis il y avait le nom de l'agence, puis tout ça. Puis à un moment donné, ce que la SAQ a commencé à m'envoyer, ça ressemblait vraiment à la lettre circulaire. Il y avait le nom de l'agence et tout. Okay. Fait que moi, je me fie beaucoup là-dessus. Donc, la SAQ était au courant de l'impact que tu avais, dans le fond, sur les achats de vin. Ça a été un peu long. Avant, justement, qu'on ait ce genre de courriel-là, puis qu'on ait une genre de relation avec les relations de presse. Ça faisait comme 2-3 ans déjà que je faisais l'infolette. Puis le gros de la popularité, moi, c'est ça, je l'ai eu au début, puis après ça, j'ai surfé là-dessus. J'avais été à Tout le monde en parle. J'avais genre 6000 abonnés à mon infolette. Il y avait eu un article dans la presse sur le mouvement des vins influenceurs. C'était moi puis Bojo. Puis donc, j'étais comme, pourquoi la SAQ ne nous contacte pas, tu sais? Même à la limite, ce que tout le monde me disait dans les soupers quand on avait un verre de vin dans le nez, mettons, tu sais, puis j'étais comme, je fais pas d'argent avec ça, puis tout ça, puis les gens étaient comme, ça doit être la SAQ qui te paye, puis tout ça. J'étais comme, pourquoi la SAQ m'a jamais appelé, tu sais? Moi, c'est une de nos questions qu'on avait justement. Ils n'ont jamais considéré de donner une petite redevance sur les ventes. C'est pas comme ça que le modèle de la SAQ fonctionne. La SAQ fait de l'argent sur le marketing. Alors, quand un vin est mis en promotion n'importe où dans le réseau de la SAQ, généralement, c'est le producteur ou l'agent qui paye derrière. Alors, si je voulais recevoir de la SAQ des sous pour mon infolette, techniquement, il faudrait que ça vienne des producteurs ou des importateurs. Mais l'affaire, c'est que je travaille avec des petits artisans dont les vins, généralement, se vendent quand même assez bien. Donc, tu sais, tu irais voir justement Domaine Labbé en disant, ah oui, voudriez-vous envoyer un petit chèque de 50$, mettons, à Vincent Sulfite pour son travail? Il dirait, c'est cute, mais on n'a pas vraiment besoin de lui pour vendre nos vins, tu sais. Donc, j'ai un peu accepté que je recevrais jamais de l'argent directement de ces gens-là. Fait que c'est pour ça que assez rapidement, j'ai ouvert la porte au modèle de contribution volontaire, tu sais, un peu comme un pourboire. J'ai tout le temps utilisé l'image. Voyez ça comme donner un pourboire à votre camelot. C'est-à-dire, c'est pas que tu payes pour un service à l'avance, parce que moi, je voulais tout le temps garder la porte ouverte de ça se peut, à un moment donné, je me tanne puis que je dise bye. Mais
L'année vient de se finir. Avez-vous aimé votre dernière année d'infolette? Si oui, voici une petite enveloppe dans laquelle vous pouvez déposer de l'argent pour Noël, puis merci beaucoup. C'est bien expliqué. Ouais. Ça donne le goût. Est-ce que ça a marché? Oui, au plus fort, là, surtout là, le plus fort, c'était comme en 2020, avec la pandémie, tout le monde était chez eux. Mon infolette, c'est là qu'elle servait au coton parce que les gens voulaient s'acheter du vin, buvaient beaucoup. Puis là, il n'y avait pas les restos, puis tout ça. Fait que là, je pense que le bain des budgets restos sont restés dans les poches du monde, puis ils étaient comme, on va le dépenser ailleurs, tu sais. Fait que ça, c'était le pic. Fait que ça, la contribution, ça allait bien. Là, c'est sûr, ça ralentit beaucoup. Je pense que les gens sont serrés. Je pense que les gens trouvent que déjà leur budget alcool est élevé. Fait que peut-être que des fois, malheureusement, j'en souffre un peu. Mais il y aura toujours malheureusement, mon modèle est ouvert pour tout le monde. Donc, si tu veux pas payer, c'est correct, tu vas la recevoir quand même. J'ai un mini avantage pour ceux qui contribuent. Ils la reçoivent plus tôt. Mais c'est cette espèce de groupe-là de gens, je pense, qui me suivent quasiment depuis le début puis qui aiment beaucoup mon infolette, qui donnent quasiment à chaque année. C'est ces gens-là qui soutiennent le truc puis qui fait que à chaque année, quand je me demande j'ai-tu vraiment encore le goût puis le temps de la faire, je suis comme, il y a des gens vraiment qui aiment ça, au point qu'ils envoient de l'argent à chaque année. Fait que je vais continuer, tu sais. Ouais. Moi, je vais être triste si tu l'arrêtes, mais en même temps, je me demande comment tu fais pour faire ça encore. Ouais, c'est sûr que ça me prend moins de temps que ça m'en prenait au début. Parce que je suis meilleur dans ce que je fais. Fait que même quand c'est un nouveau vin, un nouveau producteur dont j'ai jamais parlé, trouver les informations, ça va beaucoup plus vite qu'avant pour moi. Je suis beaucoup plus efficace qu'avant. Puis en les recevant une semaine d'avance, j'essaye d'en faire petit peu par petit peu à tous les matins avant de sortir au champ. Mais c'est sûr que c'est tough parce que, je me suis rendu compte que j'avais commencé à me lever vraiment tôt avant de sortir dans le champ pour faire l'infolette, disons le mardi matin puis le mercredi matin. Je me levais comme à 6 heures. Et là, généralement, c'est aussi un temps dans ma vie où est-ce que je fais des courriels de job. Fait que là, si je veux faire l'infolette avant les courriels de job, je commence à me lever à 5 heures. C'est vraiment de bonheur. Parce que moi, je peux pas rédiger le soir. Je comprends. Mon cerveau fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui sont de jour, des gens qui sont de soir. Moi, je suis de jour. Puis écrire une infolette à 11 heures le soir quand t'as effeuillé à la chaleur toute la journée, ça marche pas pour moi. T'sais. Fait que c'est tôt le matin, mais c'est ça. Est-ce que t'aimes encore ça ou tu te sens plus comme ça dépend des moments. Prisonnier un peu de... Non, je me sens pas prisonnier. Okay. Puis je vous le cacherai pas que un salaire de vigneron par rapport à un salaire de sommellerie, c'est une méchante drop. Ouais. Alors, le petit montant d'argent que je reçois à chaque année, pour moi, je le vois comme je m'excuse de l'anglicisme. Du gravy? Du fuck you money, genre. C'est comme okay. un genre de petit montant que si je veux m'acheter une bébelle que normalement je considère que j'ai pas les moyens pour, je le prends de ce compte-là, puis genre ça va à ça. Fait que genre ça m'aide aussi à écrire l'infolette parce que j'ai l'impression que je l'écris pour qu'en retour, je puisse avoir un petit plaisir. C'est mérité, là. Je veux dire, tu mets beaucoup de temps là, et d'énergie. Oui, je pense qu'en général, le travail mérite d'être rémunéré. Je pense que, si on est honnête, si je faisais ce travail-là aux États-Unis en anglais, par le nombre, je ferais beaucoup d'argent avec ça. Oui. Là, c'est qu'on est au Québec, donc l'entonnoir, encore une fois, se rétrécit beaucoup. Qui boit du vin nature? Qui lit en français. C'est comme à un moment donné, je m'adresse à pas tant de monde non plus. Ouais. Fait que ça donne un petit montant d'argent, mais pour la même quantité de travail, si je faisais ça dans une autre langue ailleurs, je pense que je ferais beaucoup plus d'argent. T'as jamais pensé le faire en anglais aussi? Non, d'abord, je pense que je suis quelqu'un qui écrit bien, puis je pense que ça a été une partie du succès de mon infolette. Oui, en français. Ouais. Fait que je pense que c'est une partie de mon succès de mon infolette, c'est la qualité de la rédaction. Ouais. Puis en anglais, j'ai pas ça. Je suis fonctionnel, mais j'ai pas une belle plume en anglais, fait que ça se dénaturerait un peu. Puis tu sais, ça, mon modèle est tellement lié à la SAQ. En anglais, oui, OK, je parlerais peut-être un petit peu au West Island de Montréal, mais ça serait des gains mineurs par rapport à bien plus de travail pour moi, parce que je serais pas dans ma langue et tout. Fait que voilà. Puis là, t'as combien d'abonnés? Donc là, je suis à peu près à 6 000. Quand même, J'en ai perdu à peu près 10 % dans les 2 dernières années. C'est vrai? Et j'ai changé. Dans les plateformes d'infolette, souvent, il y a un sondage à la fin quand tu te désabonnes. Pourquoi? Je reçois trop de courriels, puis tout ça. Moi, je l'ai personnalisé. Puis, il y en a un là-dedans, j'ai mis genre, les vins de l'infolette sont trop chers, ou genre, je ne bois plus, ou je les lis jamais. Et la réponse qui ressort le plus souvent, c'est je ne bois plus. C'est vrai? Ouais. Oh, après, il y a plein de gens qui répondent pas, qui vont juste se désabonner puis ils répondent tout simplement. Ils donnent pas de raison. Mais là, quand les gens prennent le temps de donner une raison, ce qui revient le plus souvent, c'est je ne bois plus.
Ouais. Mais plus du tout, là. Ouais. Mon Dieu. Non, je serais triste. Oui, j'ai ouais. lu, ça je voulais en parler aujourd'hui, je ne vous l'ai pas dit avant, mais j'ai lu un article de Patrick Lagacé qui est sorti au fin janvier, début février, qui s'appelait Boire. Ouais. Puis j'ai tellement aimé cet article-là parce qu'il disait, parce que je me sentais pareil, il disait, le mouvement de gens qui ne boivent presque plus ou plus du tout autour de moi, je le trouvais somme toute positif. Il disait, j'avais l'impression que beaucoup de gens avaient conscience de leur santé. J'étais comme, on peut pas être contre ça, on peut pas être contre la vertu. Genre, je trouve ça bien, tu sais, que les gens aient conscience de l'effet de l'alcool sur la santé et le corps. Mais il a dit ça, c'est jusqu'à temps que je tombe sur cette nouvelle étude-là de l'Université Cornell, qui a épluché le mouvement et s'est rendu compte qu'en fait, la bière et les spiritueux, ils ont encore une croissance d'industrie. Donc, les gens consomment de plus en plus de bière et de spiritueux. Et c'est le vin qui est en chute libre. Et c'est parce que le vin est associé à des moments collectifs, de boire le vin à plusieurs. Donc, on se réunit, on ouvre une ou des bouteilles de vin et tout ça. Et ce qu'on se rend compte, c'est que il y a un mouvement assez important. Il y a de plus en plus de gens seuls qui vivent seuls chez eux, qui se réunissent moins. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, un mardi soir, vont manger devant la télé. S'ils boivent, ils vont s'ouvrir une bière ou ils vont peut-être se faire un cocktail, un gin tonic. Ils n'ouvriront pas une bouteille de vin parce qu'une bouteille de vin, c'est perçu comme étant un truc à partager. Tu sais. Ben oui. Et il disait donc, finalement, la chute libre du vin, c'est pas parce que les gens ont soudainement à cœur leur santé, c'est parce que les gens ne se réunissent plus autant puis il y a de plus en plus de solitude. Et ça, moi, ça m'affecte tellement. Là, je suis tellement triste de lire ça. On était à l'envers de lire ça, nous aussi. Mais ça a confirmé toutes mes craintes. Parce que moi, je le sens autour de moi. J'ai l'impression qu'entre autres, à cause du contexte économique, j'ai l'impression que tout le monde se sent serré. Tout le monde est inquiet. Tout le monde est anxieux de lire les nouvelles, le réchauffement climatique. Puis on dirait que ça fait que, je sais pas, je sens autour de moi que les gens s'isolent un peu, tu sais. Comme quand on se voit, c'est triste, on passe la moitié du souper, je vais caricaturer, mais à parler de ce qu'on a écouté chez nous. Tu sais, as-tu vu la nouvelle série de? As-tu vu la nouvelle série de? S'il y a bien une industrie en ce moment qui va bien, c'est celle du divertissement solo, tu sais, les plateformes de diffusion, puis tout ça. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que les gens sortent de moins en moins un mardi soir prendre un verre entre amis, tu sais. Puis ils vont souper entre amis peut-être une fois ou 2 semaines au lieu d'une fois par semaine, tu sais. Puis c'est ça l'effet, c'est sur la consommation de vin, finalement. La notion de partage comme sacré le camp, là, beaucoup avec la pandémie, je pense. Là. Ça a changé les gens étaient dans leur petit confort à la maison, puis on était bien. Je ne l'ai pas lu parce que c'est un ouvrage qui vient tout juste de sortir, mais ils en ont parlé à la radio. Normand Baillargeon, philosophe, enseignant à l'UQAM, il vient de sortir un livre, genre, je pense que c'est comme 12 conseils d'un philosophe, quelque chose comme ça. Puis un des 12, c'est faut recommencer à se réunir et à se voir parce que c'est comme ça que l'humain est conçu. C'est comme ça que l'humain va mieux. Puis on parle de la santé physique. On dit que l'alcool a un impact certain sur la santé physique, même potentiellement, stimule un peu l'anxiété. Genre, si tu es anxieux, boire, tu vas le sentir, que ça va ça va faire carburer ton anxiété. Mais on n'est pas capable de le comparer, puis on ne pourra jamais vraiment, genre, qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est pire boire un verre de vin avec des amis un mardi soir, ou genre ne pas boire et s'isoler? Puis donc, souffrir je suis pas une spécialiste, un peu là, je pense qu'on n'aura pas la réponse. On n'aura pas la réponse, mais il me semble que... Mais je pense que ça serait intéressant que les gens gardent ça en tête. De dire, ben oui, OK, ce soir, je peux me coucher à 8h30, boire une camomille, parce que demain matin, je vais aller courir un 10 km, puis je vais me sentir vraiment fort. Mais si je fais ça tout le temps, puis que je refuse de voir des amis parce que je veux vraiment être en santé puis en forme, je pense qu'il y a un autre ennemi qui nous attend dans le détour. Mais ça nourrit l'âme de voir des gens puis de partager justement une bouteille de vin. Tu sais, moi, je pense juste demain soir, je reçois des amis à la maison puis je sais que je vais m'acheter quelques bouteilles ici puis j'ai hâte de les partager puis d'en jaser avec eux. Puis tu sais, si je m'en allais toute seule chez nous à écouter une série avec mon chien en buvant une tisane, ben ce serait pas aussi bon pour moi, j'ai l'impression. Là, tu sais, on a besoin de ces moments-là de partage. Du moins, garder un équilibre. Garder un équilibre, tu sais, je veux dire. Vous l'avez reçu, Alex Boily, c'est certainement quelqu'un qui picole. Il s'en cache pas, puis tout ça. Mais c'est aussi un genre de marathonien dans l'âme. Il est souvent, quasiment à chaque année, il s'inscrit pour une course, puis il s'entraîne. Donc, lui, dans cette espèce d'équilibre-là,
oui, il va picoler avec les amis, mais aussi, des fois, il boira pas parce que le lendemain, il faut qu'il aille courir puis il va être en méga forme. Mais il joue dans cet équilibre-là, tu sais. Ben, tout est une question d'équilibre. C'est ça. Puis j'ai juste l'impression que l'équilibre, présentement, au niveau de maintenir nos activités sociales, rester proche de nos amis, de la famille, on l'a perdu un peu. Puis là, je sais que je suis en train de faire le raccourci que parce qu'on voit des amis et la famille, il faut boire. Ouais. C'est pas ça que je dis, mais un peu aussi. Un peu, là. quand même. Mais ça rassemble, Mais c'est le vin. Ça c'est rassemble, ça. c'est des petits bonheurs, Ouais. c'est un Ouais. moment de partage, Ouais. c'est... Puis moi, j'aime beaucoup cette ivresse-là. Tu sais, si je vois... J'ai mon genre mon groupe d'amis de soutien le plus proche, on est 3. On essaie de se voir une fois par mois. Moi, c'est sûr que j'habite plus à Montréal, donc c'est ça qui fait qu'on se voit moins souvent. Mais une fois par mois, on se voit. C'est sûr qu'on va boire. Pas à outrance. Mais tu sais, une fois qu'on a bu 2 bouteilles de vin à 3, on a encore un peu soif, on a fini de souper, on est comme, allez, on va-tu boire une bière à côté? Là, on va au réservoir, on boit une pinte. Ben ouais. Il y a une genre d'effervescence, on est sorti. Si on n'avait pas bu, la vérité, c'est que je pense que la soirée, elle aurait fini 1h30, 2 heures plus tôt. C'est vrai. Parce Oui, qu'à un moment donné, c'est vrai. ben, ça fade out. Tu sais, Ouais, c'est comme ouais. l'ivresse, à un moment donné, donne de l'énergie à la soirée, puis il fait que ça Absolument. finit, puis on se fait des câlins, puis on est tellement content de se voir. Ça puis- Ça fait du bien, puis oui. je comprends tous les effets sur la santé. Mais moi, je tiens à maintenir dans ma vie, encore une fois, de temps en temps, cette ivresse-là. Pas cette débauche, mais l'ivresse. Ouais. 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 Oui. Puis c'est bon pour, tu sais, il y a la santé physique, mais il y a la santé mentale Tout à aussi. fait. Puis Ben oui. de voir des amis, de pas s'isoler, Ouais. c'est bon. Fait qu'on comprend. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette tendance-là? Je sais pas, je sais pas. Pour vrai, donc, je reviens tout juste d'Europe. Ça m'a permis de voir plein de gens de l'industrie. La crise du vin, elle est planétaire. Tout le monde est en crise. Tout le monde... il y a un vigneron que je nommerai pas parce que je pense que c'était quand même un peu secret qui dit ça, mais il a utilisé le mot faillite. Il a dit « je nous donne un an ». Ah, Moi, c'est un ouais. producteur, donc j'adore les vins que j'achetais à l'époque que j'étais au Candide. Puis il a dit à voir à quel point on s'est endetté dans les 2 dernières années, puis au rythme où ça va. Cette année, c'est l'année où faut, tu sais, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on renverse la tendance pour commencer à rembourser des emprunts plutôt que de continuer parce que là, on est à côté. Fait qu'elle dit, c'est l'année où ça passe ou ça casse, ça se peut que ça finisse par une faillite. Parce qu'il vend beaucoup moins de vin que Ouais. par le passé. Puis Ouais. ça, c'est... Tu sais, nous, on voit juste ici au Québec, là. Ouais. Mais... puis j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite effervescence des vins québécois en ce moment. Oui, qui nous sert. Qui nous aide. Ouais. Quand j'écoute Mais- on va mieux, nous. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, quand ailleurs... t'écoutes à Quand l'étranger, je compare avec l'étranger, on va mieux. Ouais. on va mieux au Ouais, Québec? ouais. Ah ouais, fait qu'ailleurs, Ben, c'est une catastrophe. Tu sais, moi, quand j'en parle avec Félix puis Laurence, mes associés, tu sais, puis qu'on s'assoit puis qu'on parle des difficultés des ventes, puis tout ça, on a quand même toujours l'impression qu'on est si on passait chacun une journée à éplucher tous les nouveaux restos, toutes les nouvelles épiceries fines qui ont ouvert, puis qu'on poussait, on faisait une nouvelle relance de courriel. Il y a des petites ventes qui viendraient de cet effort-là, puis tu sais, on est à proximité de nos clients, on peut aller livrer des caisses, puis s'il faut, on met l'épaule à la roue, puis ça va avoir des effets positifs. Quand tu es producteur, notamment, mettons, Émilie, en Franconie, ben, tu es 30 producteurs, mettons, nature dans toute la région. Quand tu veux vendre du vin, c'est à coup de courriel à des distributeurs ailleurs dans le monde, des importateurs ailleurs dans le monde. Et là, c'est pas à la caisse tes ventes, t'es un peu figé. C'est comme le côté positif, c'est que tu vends généralement à coup de palette, mettons, à coup de 50-60 caisses, mais quand ça vend pas du tout, ça vend pas du tout. C'est ces caisses-là cochent. Là, tu essaies de trouver un nouveau distributeur, premiers échanges de courriel, la personne te donne son adresse pour que tu envoies des échantillons. Parfait, tu envoies les échantillons. Ça t'a coûté quand même cher parce que ça part par avion et tout. Pas de réponse. Elle nous en parlait, Tu fais elle une disait que c'est un relance. processus Pas de interminable, retour. des fois, pour pas vraiment de résultats. Ouais. Là. Fait que là, ça, là, genre, t'es anxieux dans ce temps-là. Là. C'est sûr. T'es dans le fin fond de ta région, là, en Europe, là, puis Ouais. t'es comme, là, tu sens la compétition. T'es comme le vin nature, là, on n'est pas beaucoup, on est une goutte dans l'océan de tout le vin qui se produit sur la planète. Fait que pendant un bout, il manquait d'offres pour répondre à la demande. Là, c'est le contraire. Là, c'est comme là, soudainement, tu la sens la compétition. Puis là, les gens veulent commencer à baisser les prix. Mais si je pense au producteur qui s'est ouvert sur le mot faillite, il disait, mais moi, mon modèle va s'écrouler au complet, tu sais, s'il faut que je baisse mes prix. Tu sais, là, les gens, en ce moment, ce qui sort, c'est mon entrée de gamme. Tu sais, à départ, chez, mettons, 6,50 €.
Mais toutes mes Riesling haut de gamme, à genre 10, 11 euros, Ça marche personne plus. n'en veut. Ouais. D'accord, c'est l'offre et la demande, c'est cruel, c'est ça, mais Mm-hmm. et lui, il dit, moi, je peux pas les vendre à 7 euros. Je suis mieux d'arrêter de les produire, tu sais, je vais être à perte. Fait que tout son modèle s'écroule. Alors, ce qu'il préfère faire, c'est essayer de maintenir, puis tu sais, de mettre l'épaule à la roue, puis d'essayer autant que possible, puis espérer que ça reprenne un peu plus. Mais il peut pas changer sa formule de pricing. Sinon, oui, OK, il va rentrer de l'argent, il va rembourser ses marges, mais dans 2 ans, il fait faillite. Tu sais, il fait juste pelleter le problème en avant, tu sais. Fait que le constat à l'international, c'est pas très positif. Non, Puis ça, non. Quand on taillait chez Émilie, chez Weingut, il y avait quand même pas mal d'arrachage de vignes autour. Donc, tu sais, en Europe, c'est très différent. Au Québec, là, tu sais, généralement, toutes les vignes sont mises ensemble. Puis là, plein de producteurs se partagent des micro-parcelles. Là. Les rangs sont collés les uns sur les autres. Puis, ben là, tu es en train de tailler dans une parcelle, mais 3 rangs à côté, il est en train de les arracher, tu sais. Puis, il y avait des buts de vignes arrachées. Oh. Ouais. Des systèmes de palissage qui sont Ouais. enlevés. Fait que, tu sais, l'idée, c'est pas de remplacer le cépage. Fait que les dans ce gens vont temps-là. planter autre chose carrément? Ou... Non, je pense c'est juste qu'ils vont laisser en ça. jachère parce que généralement, en Oh. Europe, on a planté la vigne sur des terroirs qui sont pas très bons pour l'agriculture. Ouais, c'est c'est des vrai. sols pauvres, Mhm. parfois en pente, un peu plus rocailleux. C'est pas super bon pour planter quoi que ce soit. C'est des plus petits terrains aussi, tu sais. Donc, mais c'est qu'ils arrivent au point, tu sais, si on pense à des voisins d'Émilie qui vendent les raisins à la coopérative locale, produire le kilo de raisin, c'est rendu que ça leur coûte plus cher que ce que la coop offre pour l'acheter. Hey, c'est une catastrophe. Alors, en France, en Allemagne, j'imagine en Italie aussi, on subventionne l'arrachage de vignes pour pas que ce soit tout le monde qui s'écroule. Hey, quand tu es en train de subventionner l'arrachage de vignes plutôt que de la production, puis d'essayer de générer un peu plus d'achats, t'es rendu vraiment dans un méchant problème. Mais moi, j'ai envie, parce que les agriculteurs, on est très bons pour se plaindre, notamment quand on parle de météo. Mais vous avez raison. Je veux pas que les gens agriculteurs. Non, c'est ça, mais je veux pas que les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui sont comme encore un vigneron qui se plaint. Le positif dans ça, si on est très terre à terre, c'est correct qu'il y ait une évolution de l'offre et la demande. C'est correct que peut-être des moins bons entrepreneurs, des moins bons vignerons, malheureusement, changent de métier. Tu sais, c'est cruel, mais c'est ça, tu sais, que les meilleurs demeurent. Tu sais, c'est comme la restauration. Je pense qu'à Montréal va pas si bien. On voit, à chaque mois, on entend parler d'une fermeture potentielle ou déjà faite. Est-ce que ça peut aider ceux qui font encore bien les choses puis qui restent en vie? Je pense que oui, parce que là, soudainement, la banque de clients va se répartir sur moins d'établissements. Je pense que c'est positif pour ceux qui font bien les choses. Puis je pense que c'est correct, tu sais. Puis donc, on espère que les gens qui font bien les choses vont être capables de traverser cette crise-là. Mais tu sais, l'industrie du vin, c'est un peu la même chose. Il y a une crise à traverser, puis les plus forts vont rester. Tu sais, non pas sans souffrir, mais comme, c'est ça. Fait que les gens sont en train de réviser leur structure de prix au maximum pour essayer de s'ajuster à ce que le consommateur est prêt à payer, puis de couper dans des dépenses pour comme refléter ça. Des gens vont abandonner le processus ou juste réduire des fois. Hein, le producteur qui m'a parlé d'être au bord de la faillite, il disait on laisse aller 2 hectares de vignes cette année, puis on laisse aller un employé. Je m'excuse d'anglicisme, on scale down. On réduit les opérations pour rapetisser le modèle puis se fier plus à l'offre et la demande. C'est pas des mauvaises choses en tant que telles, tu sais. Non. Puis reste c'est un rebalancement. C'est ça. Puis en tant qu'entrepreneur, il faut tout le temps que tu te réajustes quand même. Fait que c'est peut-être que c'est un modèle qui fonctionnait depuis super longtemps comme ça. Puis là, tout d'un coup, ça marche plus. Fait que là, il y a de l'adaptation à faire. Puis ça doit être super difficile. Il y a eu un boom. Le vin nature, notamment, a tellement eu un boom en 19, 20, 21 que je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui faisaient pas beaucoup d'argent dans la vie. C'est quand même un métier que tu fais par passion et non pas pour vouloir t'enrichir, qui soudainement se sont dit « Hey, enfin, je pourrais vivre un peu plus décemment de ça. » Puis qui ont augmenté de quelques euros les prix des parchets. Quand j'utilise l'expression des parchets, c'est vraiment le prix que nous, on ne connaîtra jamais. C'est le prix qui est divulgué à l'importateur. Parce que soudainement, là, ça permet de payer peut-être tout le monde un peu mieux, puis de refaire les installations, les mettre à jour, renouveler le tracteur, puis tout ça. Mais la bulle, elle a pété.
Puis là, il faut peut-être revenir en arrière un peu. C'est délicat si tu viens juste de grandir, si tu viens juste de construire un nouveau bâtiment, ton hypothèque elle a augmenté, puis tout ça, mais c'est ça la vie cruelle des entrepreneurs, c'est la réalité, là. Ben, de toute façon, puis tout augmente aussi, Oui. là. Tu sais, on le voit, on le voit dans la bouffe, on le voit aussi, les vins, ils sont rendus comme, tu sais, nous, ça fait 2 ans et demi, puis c'est énorme, là, la différence du prix de le cost des bouteilles de vin, Oui. ça a explosé. C'est ça. Mais tu sais, c'est parce que à la base, il y a le vigneron probablement qui doit augmenter aussi ses prix parce que lui, ça lui coûte plus cher. Ouais. Après, il y a les importateurs qui doivent augmenter leur prix, la SAQ qui prend sa cote aussi. Ouais. Tu sais, En je ce veux dire, moment, ça- la SAQ fait plein d'augmentations. Ben, aussi. Ben, la SAQ, Oui, elle avait l'augmentation. gelé pendant la pandémie elle avait gelé un peu son calcul de majoration et tout ça, puis elle l'a dégelé il y a 2 ans et demi. Fait que c'est sûr que ça fait qu'il y a une progression de... Donc, si le producteur augmente de son bord, puis que la SAQ, c'est un multiplicateur, ben ça fait que la hausse chez le consommateur, elle se retrouve encore plus élevée, tu sais. Puis comme tout le monde travaille en pourcentage dans cette industrie-là, ben ça fait qu'une augmentation de 50, mettons d'1 € la bouteille, ben chez le consommateur, à la fin, sur une carte des vins, c'est probablement 20 $ de plus, tu sais. Ben, c'est beaucoup. C'est là. beaucoup. C'est énorme. Puis toi, tu l'as vu, là, tu sais, quand tu as parti ton infolette en 2018 à maintenant, là, tes prix doivent être complètement... Ouais. C'est déconnecté, J'en là. parle des fois quand, par exemple, il y a, tu sais, disons, un producteur qui est quand même, qui vend bien au Québec. Tel champagne, disons, rentrait il y a 3 ans à 65 $, puis aujourd'hui, il est rendu 95. Ça, je le mentionne des fois. Je dis, c'est vraiment bon. Juste vous dire, tu sais, l'arrivage il y a 3 ans, c'était 65 $. Si je le mentionne juste parce que les gens soient au courant. Tu avais un attachement pour ce champagne-là, tu reconnais l'étiquette, puis là, tu vas peut-être voir le prix et faire comme « Ah ouais, je payais ça, tu sais, à l'époque, non. » Puis c'est pas juste tout le temps une affaire de majoration. Je pense qu'il y a des gens qui ont senti, malheureusement, « Oh, ça vend bien au Québec, Ouais. on va pouvoir faire un peu plus d'argent. » Je suis comme « Ouais, oui puis non. » Puis, Oui. tu sais, des fois, j'ai entendu à l'international que il y a beaucoup de gens qui espèrent que la SAQ les sauve. Fait que je sais que la SAQ se fait souvent critiquer, mais moi, je mettrais... En tout cas, elle est aussi appréciée à l'international parce que c'est un gros acheteur avec une grosse force de frappe. Les Québécois sont d'assez bons consommateurs dans l'ensemble. Donc, des fois, là, les gens qui sont pris un peu avec du vin parce que, genre, ça vend moins, puis tout ça, des fois, ils se disent « Hey, je pourrais baisser de 1 €. » Puis là, genre, on l'envoie à la SAQ. Mais tu sais, comme la SAQ, je pense qu'elle se protège de ça un peu. Là, et comme vous n'allez pas dumper tous vos vins chez nous. Là. On n'est pas tout le temps votre dernière solution de recours. Mais moi, je le vois. Il y a des trucs qui étaient en importation privée, qui étaient super niche à la location. Puis là, ça fait son apparition dans le réseau sur tablette. Ouais, nous, on se rend compte de ça. Oui, je le sais, vous en avez parlé. Là, pas ça. On est ben, pas moi, j'aime pas contente quand de c'est ça. fait un peu l'ancien acheteur en moi. Là, si c'est pas divulgué, que c'est ça le plan, mettons, puis qu'il y a un arrivage IP qui est suivi de près par un arrivage tablette, moi, ça me gossait. Puis il y a un producteur de vin québécois qui m'avait fait le coup, qui m'avait vendu du vin en mai, puis en juillet, le vin est arrivé sur tablette. J'ai dit, j'aurais aimé ça que tu me préviennes. Parce que je ne l'aurais pas pris. Même chose pour nous. Dans le fond, c'est Nous aussi, ça. nous est arrivé une Ouais. fois. C'est poche quand il nous en reste en tablette, Oui. puis que là, c'est dispo à SAQ. Ouais. Puis la SAQ, c'est moins cher que Ouais. ce que nous, on a payé. Fait que on Ben, c'est parce que ne peut pas justifier Non. pourquoi on a ça encore ici, Non, puis le prix exactement. qu'on le vend, tu sais. Puis, tu sais, nous, on s'est engagés, là, on les a tous achetés, ces bouteilles-là. Ouais, on est comme c'est ça. pris avec, on peut pas rien faire avec. Non, là. c'est ça. Ben, nous, en tout cas, la fois que ça m'est arrivé, heureusement, parce que je suis bien plugué avec l'infolette, on l'a mis au verre tout de suite. Oui, Comme bien ça, joué. on l'a liquidé, ce vin-là, Ouais. avant que les gens ils puissent le voir sur tablette. tu sais. Ouais. Ben, ça Ben. nous est arrivé, nous aussi. C'est juste que là, après, quand ça fait une semaine que tu as la même bouteille, tu sais, nous, Ouais, notre line-up change à chaque jour, mais si Ouais, ça ouais. fait une semaine que le vin est là, tu fais comme, ouais, c'est poche. Tu sais, comme, Comme Ouais. on va en acheter des bouteilles pour la maison. Ouais. Ben, c'est pour ça que, et puis peut-être qu'on pourrait parler de très précieux ça, mais Ben oui. juste pour Oui. dire, tu sais, nous, maintenant, on est en SAQ, mais depuis le début, c'était super important pour nous trois d'avoir des cuvées exclusivement SAQ,
et des cuvées exclusivement pour le milieu de la restauration puis des épiceries fines. Merci Justement pour à cause de ça. On adore ça. On apprécie. C'est un peu calqué sur le modèle des producteurs étrangers, c'est-à-dire il y a souvent de l'entrée de gamme disponible dans le réseau. Ça aide à faire connaître le nom aussi. Puis tu sais, on le sait, il y a des gens qui sont intimidés des fois par une carte des vins, puis s'ils reconnaissent un nom, ils vont prendre ça. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est pas mauvais d'avoir des vins en SAQ pour des restaurateurs, mais donc c'est ça, tu sais, d'avoir différentes gammes. Puis de dire, ah oui, tu sais, vous aimez la bulle de, mettons, Fabien Bruto à Vouvray, vous aimez la version SAQ. Ben nous, on a la version importation privée, qui est un peu plus chère, qui est un plus long élevage, qui est de meilleure qualité, goûté. Puis la personne est comme, wow, c'est tellement bon, tu sais, mais parce que le nom au moins est connu, tu sais, chez tes clients. Ça, c'est le fun, tu sais. Ben oui. Parlons-en. Oui. De Très Précieux Sang. Ouais. Parle-nous de. Fait que Précieux Sang, c'est la. C'est quoi? C'est la paroisse. C'est la paroisse. Donc, c'est en ça fait, qu'on donc nous, demandait. on est situé à Bécancour. Bécancour, c'est très grand en superficie parce que c'est plusieurs villages mis ensemble. Saint-Grégoire, Sainte-Angèle, Sainte-Gertrude, C'est où Bécancour? Je m'excuse. Rive-sud de Trois-Rivières. Donc, Oh, OK. il y a un pont à Trois-Rivières. Ouais. Les gens espèrent un deuxième lien. Jusqu'à Bécancour, C'est ça. ouais. Fait que, il y a un pont, puis Bécancour est vis-à-vis Trois-Rivières. OK. C'est très, Merci. très grand. Et Précieux Sang, c'est un des secteurs donc qui a été fusionné. Donc, à la base, c'est une municipalité. J'adore le nom. Ouais, puis quand on retrouve l'historique, c'est très Précieux Sang de Notre Seigneur. Oh. Et nous, la première fois qu'on est allé visiter, on a mis naïvement l'adresse dans notre GPS à Bécancour. Et quand on arrive dans les environs, il y a une pancarte qui dit Précieux Sang à gauche. Puis là, on est comme, c'est quoi ça, Précieux Sang? Et on se rend compte Super que c'est le intriguant. nom du village. Puis là, Wow. je me souviens, il y a Laurence sur la banquette arrière, elle est en train de regarder sur Wikipédia, et comme, les gars, ça s'appelait Très Précieux Sang de Notre Seigneur. C'est fou comme nom! Incroyable. Fait que on a visité le lieu. Ça avait été des vignes déjà plantées auparavant par un couple de presque retraités. Elle était retraitée, lui non. Et ils pensaient que c'était un bon projet de retraite. Et au bout de 3-4 ans, ils ont fait comme c'est ben trop d'ouvrage pour un Il projet y avait de quel retraite. âge? C'était vraiment la retraite. Ben, elle avait passé 60, lui était dans la cinquantaine. Hey, mais c'est pas une retraite. C'est pas une là. retraite. Non, ils C'est comme s'en sont dire, rendus je vais compte. m'ouvrir un restaurant à ma retraite. Ils s'en sont rendus compte, mais ils avaient un grand attachement vers le projet. Tu sais, ils avaient tout planté Ok. eux-mêmes en essayant de trouver. Tu sais, ils avaient jasé avec un collègue vigneron du coin. Ils avaient essayé tu sais, de bien faire les choses. Ils étaient suivis par une super bonne agronome puis tout ça. Puis au bout d'une couple d'années, ils ont fait comme, OK, c'est beaucoup d'ouvrages. Tu sais, lui, il travaille encore. Fait que il faisait ça le week-end. Tu sais, c'était intense. Fait que c'est plus devenu comme peut-être une source d'irritant puis de frustration, mais ils aimaient beaucoup le projet. Ils ont jamais voulu mettre une pancarte à vendre devant parce qu'ils disaient, d'un coup, que c'est juste un agriculteur du coin qui rachète, il arrache les vignes, il remet sans soya, ça nous ferait trop de peine. Ah, ben, oui. c'est sûr. Puis eux, comme c'était dans leur cours, ils étaient en bio depuis le début. Donc, tu sais, ils ont entamé la conversion bio officielle à la première année qu'ils ont planté les vignes. Fait que quand nous, on a racheté en 2021, c'était la première année que c'était officiellement certifié bio. Fait que on les en remerciait. Fait que, tu sais, il y avait déjà un fit. Tu sais, eux, ils étaient en conversion bio. Puis nous, on était 3 jeunes, pas tant d'argent. Eux, ils voulaient pas faire beaucoup d'argent là-dessus parce qu'ils ils aimaient ça que ce soit genre des jeunes qui rachètent. Ouais. Fait que, ils ont vendu à très bon prix. Ça a été une bonne chance pour nous. OK. Puis la première année, ils ont été vraiment accommodants. Tu sais, on n'avait pas de place où rester sur la terre, mais on avait une roulotte chez les parents de Félix sur leur terre parce qu'on avait déjà planté 400 vignes là-bas pour se faire la main un peu. Puis pour rester là, on avait une roulotte. Mais eux, ils avaient un pick-up. Ils ont dit, on va aller la chercher, votre roulotte. Ils ont fait une journée de route vers la Beauce, un aller-retour, genre 7 heures de char. Très Puis ils cool. sont revenus avec la roulotte. Ils l'ont posée sur le terrain. Ils étaient comme, tenez les gars, vous allez pouvoir dormir. Puis, Eux habitent encore là? on a racheté leur maison il y a 2 ans. OK. Parce qu'ils nous Mais- avaient dit, quand on a acheté le vignoble, clairement, on n'avait pas les sous Ouais. de tout acheter. Il y avait 2 maisons sur le terrain. Donc, la nôtre, qui était une vieille maison ancestrale de 150 ans, qui a besoin d'un petit peu d'amour. OK. Et il y avait leur maison un peu plus moderne. Mais donc, c'était segmenté. On n'a pas acheté la leur et on n'avait pas l'argent. Ok. On n'avait pas plus l'argent quand ils nous ont dit on est prêt à s'en aller, mais il a vraiment fallu convaincre la banque parce qu'on se disait, imaginez si c'est une jeune famille qui achète cette maison-là. Ils tombent en amour. Ils veulent plus décoller.
Puis là, nous, on est rendu avec des voisins. Il faut comprendre, là, la maison est à 20 mètres des vignes. OK. Ah Là, ouais. t'es comme, là, eux, ils font un barbecue le vendredi soir. Nous, il y a une pluie le lendemain, il faut pulvériser. On est en bio, mais tu veux pas être dehors à côté d'une pulvée qui passe. Là, il Ouais. faut les texter. Pouvez-vous rentrer en dedans, s'il vous plaît? Là, tu sais, il y a des tu sais, on voulait pas vraiment des voisins sur le terrain, alors que les anciens proprios comprenaient c'était quoi la vigne. Ouais. Ils les avaient fait, Ouais. les pulvérisations. Alors, on avait une super belle chimie. On s'écrivait plusieurs fois par semaine, juste vous dire, on pense faire une pulvée jeudi soir. Parfait. Pouvez-vous attendre à telle heure? On se ferait un barbecue avant. Tu sais, il y avait une belle. Puis, tu sais, ils nous aidaient. Ils venaient voir. Ils étaient fiers de nous. On l'a toujours senti. Fait que, bref, la banque, sous l'argument de on veut pas des gens de la ville qui trouvent ça donc bien bucolique d'habiter sur un vignoble, mais qui aiment pas les externalités négatives, la banque a embarqué. C'est même pas une Wow. affaire de cash. T'as pas réussi à les convaincre avec l'argent cette fois-là pour acheter la maison. C'est vraiment, t'es allé par les émotions. Donc, juste être sûr qu'on se comprend. Donc, les anciens proprios, Ouais. eux, ils étaient convaincus qu'ils voulaient s'en aller. Oui, Donc, mais la ceux- banque. Ben, la banque, c'est qu'on n'avait pas d'argent. Fait qu'il fallait les Ouais. convaincre de financer à 100%. Ouais, Les c'est banques ça. aiment pas beaucoup ça. Non. Mais au Québec, la financière agricole du Québec, qui a toutes sortes de travers, elle a quand même des choses positives. Elle veut que les agriculteurs habitent leur lieu de production. Elle fait tout en sorte pour que les gens, parce que c'est un problème en agriculture, beaucoup de gens ont une job à côté. Et la qualité de l'agriculture qui sort de ces fermes-là, elle en est directement affectée. Puis ils ont les chiffres pour le savoir. Tu sais. Les gens vont moins bien s'occuper de leur terre puis de leur ferme parce qu'ils ont une job 25 heures à côté. Les gens vont se brûler, vont faire un burn-out. Puis donc la financière agricole est comme ça, c'est tout du négatif. Donc l'argument de loger des agriculteurs sur leur propre terre, c'en est un qui fonctionne chez eux. Fait que la financière, elle nous a soutenus là-dedans. Puis on en a été très reconnaissants parce que tu sais, juste pour parler argent, quand on a parti notre projet, on était pauvres. On a eu un petit peu d'aide de famille et amis. Puis la banque, elle a été bonne avec nous. Mais on se disait, comment est-ce que 4 ans après, on peut retourner voir les gens qui ont investi dans notre projet en disant, ah, ce serait pour, mettons, loger un de nous 3, mettons. Tu sais, ça fait bizarre de demander un cash down pour une maison, à amis et famille, tu sais. Ouais. Il n'y Ouais. a pas vraiment d'argument pour ça. Fait qu'on était un peu mal à l'aise. Nous, on n'avait pas d'argent. Fait qu'on avait vraiment besoin d'un financement à 100%. Et là, l'ancien comptable en moi Oui. a aidé. Ben, je A comprends. aidé. Ouais. T'as pas besoin de nous donner des chiffres, là, mais pour partir un vignoble Ouais. maintenant, au Québec, ça Ben, ressemble à quoi? je pense pas que je peux donner une bonne réponse parce que ça évolue beaucoup. Ça dépend t'es où. Ça dépend d'un paquet de circonstances. Tu sais, pour pas parler de mes chiffres directement, je vais vous donner une idée avec une terre en Estrie qu'on avait visité à peu près dans les mêmes époques. C'était un coteau pas très loin de chez Oak Hill, donc dans le bout que tout s'appelle des villes américaines. Là. Donc nous, c'était à Cleveland qu'on avait spoté ça. Super beau coteau. Ils demandaient 1,5 million pour la terre et la maison. Donc là, il n'y avait pas de vigne de planter, il n'y avait pas de bâtiment de transformation, il n'y avait rien. Fait que là, moi, naïvement, à l'époque, j'ai commencé un plan d'affaires avec ça. Là, je mets mes chiffres dans mon modèle, tout ça, je monte la structure, tout ça. Et je me rendais compte que ça nous prenait en financement 1,2 million. Donc oui, il fallait faire le chèque pour acheter la terre et la maison, mais après ça, il fallait lever de l'argent pour les vignes, il fallait lever de l'argent pour les bâtiments de transformation, les équipements. Il fallait les salaires pour les premières années que tu travailles la vigne, mais qu'elle ne te rapporte pas de raisin. Fait que tout ça, il fallait qu'on trouve 1,2 million. C'est décourageant. Et dans ce temps-là, c'est pas vrai, c'est pas comme un cash down, c'est pas comme une maison. Là. La banque te demande pas d'avoir 20% de cash down. Tu sais. Ouais. Si tu veux faire ça, mettons, puis que la financière agricole embarque, on parle plus de. Va falloir que tu trouves un 30 à 40% de mise de fonds. OK. Et là, nous, d'abord, on n'a pas ce réseau-là. On connaît pas des François Lambert et des mécènes de ce monde. On avait peur aussi d'aller à la recherche, de trouver quelqu'un avec qui potentiellement la personne embarque dans le projet parce qu'elle a toujours rêvé d'avoir un vignoble, mais que la relation soit Mais weird. puis c'est puis qu'on ait votre projet. Ouais, c'est qu'on ait ça. l'impression d'avoir un boss C'est sans en touché, avoir ouais. un. Ouais. Ça nous faisait peur, ça nous tentait pas vraiment. Fait que ouais, à l'époque, chiffre de 2021, pour une terre d'1,5 million, fallait 1,2. Ouf. Probablement que mes chiffres étaient aussi, maintenant que je connais la réalité de ce que ça coûte,
Probablement que mes chiffres étaient... Je sous-estimais tout. Ouais. C'est peut-être plus 1,5. C'est ça. Donc, il faut juste se dire, est-ce que ma règle de 3 fonctionne? Peut-être. Et donc, si tu vois une terre en ce moment en Estrie qui semble belle pour un vignoble, mais tu sais, les terres en Estrie valent de plus en plus cher. Mhm. Si on te demande 800 000, ça veut dire qu'il va falloir que tu trouves 2,4 pour te partir un vignoble. Tu sais. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Puis c'est ça qui explique le prix des vins québécois, entre autres. C'est qu'on est sur des terroirs. J'aime beaucoup le comparer. Quand je fais mon infolette, à peu près une fois par année, je fais un article pour justifier le prix des vins québécois. Je dis, le terroir à l'hectare au Québec, ça a des valeurs similaires à de la Bourgogne communale. Donc, quand je veux dire communale, c'est-à-dire, on parle pas de Gevrey-Chambertin, on parle pas d'une appellation. On parle juste de pouvoir écrire Bourgogne sur la bouteille. Donc, généralement, c'est des terres un peu moins prestigieuses, un peu plus en recul. Ouais. Mais c'est quand même Bourgogne. Ouais. Ben, on a des valeurs à l'hectare qui sont similaires. Donc, malheureusement, nos prix, c'est pour ça que des fois, ça ressemble à ces prix-là. C'est la là, réalité. quand vous avez vu ça, vous n'êtes pas découragé? On s'est découragé sur le projet donc à Cleveland. Et c'est à ces moments-là qu'est arrivé le courriel qui s'est rendu à mes oreilles, que finalement c'était disponible à Bécancour. Et là, c'était pas du tout les mêmes prix. La vigne était plantée, il y avait un tracteur, un pulvé. Tu sais, il y avait, c'était un peu clé en main. Ce qui manquait, c'était un bâtiment pour faire le vin. Eux faisaient pas, eux transformaient pas. Ils vendaient le raisin. Ils l'ont vendu à Lieu commun puis Bergeville les 2 premières années. C'est grâce à Lieu commun que l'info s'est rendue à mes oreilles, parce que Lieu commun était en train de planter à Oka cette année-là. Donc, eux, ils étaient comme nous, on cherche pas à s'acheter un vignoble à Bécancour, là. Mais ils savaient que nous, on cherchait. Fait qu'ils nous ont transféré l'info. Fait que c'est ce qui a donné ça. Merci à Lieu commun. Merci à Lieu commun. Donc, c'est vraiment ça qui a permis. C'était le fait de pouvoir aller voir la banque puis de dire, regardez, la première année, on n'aura pas du revenu parce que le vin prend toujours à peu près au moins 8 mois avant de pouvoir être vendu. Mais on va avoir une production, tu sais. Puis ça a permis de les convaincre, tu sais. Fait que... Avez-vous bâti le chai directement pour être capable de... on a utilisé... eux, ils avaient un peu commencé quelque chose. Là. Il y avait un genre de vieux bâtiment de ferme d'à peu près 70 ans, puis ils avaient coulé une dalle dans le fond avec déjà une sortie de drain. Mais c'est tout. Fait que c'était pas isolé, c'était pas... Il y avait pas de plomberie, il y avait pas... donc ça, mettons, la partie que la banque voulait pas financer... et que amis et famille ont servi à payer. Grosso modo, c'est le chai avec des premières barriques, mettons, pour qu'on puisse faire une première production. Puis après ça, on s'est un peu autofinancé dans les années qui suivent. Il faut être extrêmement motivé, hein? Ouais, un peu naïf peut-être aussi. Là. Moi et Félix, on avait 29. Laurence, elle avait 27. Puis c'était les belles... on dit que le vin québécois va bien aujourd'hui, mais là, c'était vraiment le pic. 2021... Nival vendait des entêtés sur son site web, ça partait en une minute, tu sais. C'était les beaux jours. C'était les beaux jours. Donc, nous, on était comme, hey, on va galérer au champ, mais au moins la vente, on va être capable de vendre des vins à un prix qui nous permet de vivre, puis on va être capable de vivre de ça, puis de vendre bien. Ça a changé depuis. Fait que je pense qu'il y avait une naïveté aussi de se dire que ça allait être facile. On se rend compte que vendre du vin, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on avait estimé à la base. De le vendre, hein? Ouais. Ouais. Puis, qu'est-ce que c'est? Fait que là, ça fait combien de temps là, que vous Donc, 2021, c'était notre premier millésime. Ça a été notre 5e vendange, celle qu'on vient de faire, là, déjà, en 2025. Hein? Ouais. Ça passe vite. Donc, techniquement, c'est notre 5e anniversaire cet été, là. C'est tout le temps un petit peu décalé dans le monde du vin, mais c'est nos 5e vins qu'on va présenter à partir du printemps, tu sais. Fait que, on va sûrement essayer de faire des petits événements à droite à gauche pour mousser notre que les gens nous connaissent un peu. 5 ans. 5 ans, c'est quand même... Bravo. Ouais. Bravo. Ouais. Ben, tu sais, puis on a beaucoup appris là-dedans. Tu sais, c'est peut-être un bon moment là, pour que je vous bon serve pour boire. un verre de vin. Ouais. Mais, tu sais, chez nous, les anciens proprios voulaient faire du gros rouge qui tâche. Donc, ils avaient demandé à l'agronome qu'est-ce qu'on doit planter pour faire des bons vins qui ont une bonne charpente, puis tout ça. Oh oui. Regarde, elle a dit, du Marquette et du Lucie Coulman. Puis, le Marquette, c'est très bon. Il y en a beaucoup au Québec qui font des bons vins avec ça et tout. Le Lucie Coulman, très peu connu. C'est aussi souvent mélangé avec Maréchal Foch, qui est un peu plus connu au Québec. Ce sont 2 cépages teinturiers. Donc, ce que vous avez devant vous, on l'appelle sur l'étiquette vin rouge de pressurage direct. Mais techniquement, l'ancien sommelier en moi dirait que c'est un rosé. C'est juste c'est la première année qu'on arrête de se battre avec les gens.
Parce qu'on a fait des années des rosés que les gens servaient ça, t'es comme là, ça suffit, là, faut arrêter, vous niaisez le monde. Mais on s'est ostiné pendant longtemps parce qu'on était comme, oui, mais ça n'a pas une structure de rouge, puis ça a une soif de rosé, mais ça a une couleur de rouge. Bref, cette année, c'est un rouge. Et Oh, vous avez comme jeté la serviette, Ouais. c'est triste. ben, après ça, la vérité, c'est qu'il y a plein de rouges de soif qui viennent de partout dans le monde qui ont un peu ces structures-là. Ouais. Fait que je pense que c'est correct aussi de lâcher un peu le morceau là-dessus. Puis, tu sais, c'est difficile de vendre du vin. Ça nous fait poser plein de questions dans nos meetings à trois. On a envie de se rapprocher de ce qui parle aux consommateurs. Puis donc, ça nous fait tomber un peu certains concepts, mettons, de la sommellerie, justement, tu sais. Genre, tu sais, on avait une discussion hier. On a écrit sur cette étiquette-là, vin rouge de pressurage direct. Mais on en parlait hier, puis on était comme... On aurait-tu dû s'assumer puis dire, genre, rouge de soif, mettons. Mais c'est... Là, ça vient toucher à notre identité, à de la façon dont on parle de nos vins, notre marketing. Est-ce qu'on se reconnaît? Est-ce qu'il soit écrit sur nos étiquettes rouge de soif? On le sait pas. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va évoluer dans le temps. Mais j'avais l'image, je pensais à mon père hier. J'étais comme lui quand il achète tous nos vins à chaque année, puis il y en a plein dans son petit cellier chez eux, puis qui vient pour boire nos vins 6 mois après. Il sait-tu qu'est-ce qui est quoi tant que ça? T'sais? Fait que là, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on peut écrire quelque chose sur la contre-étiquette qui aide un peu le consommateur à comprendre la vibe du vin? Et je vais vous le dire, c'est vraiment pas facile. Parce qu'on veut pas écrire les cépages. Qu'est-ce que ça dit à quelqu'un que ce soit du Market et du Lucie Coleman derrière? Ça dit rien. À la limite, si la personne a eu un mauvais Lucie Coleman, ne voudra pas le boire. Ouais. Après ça, vin rouge de pressurage direct. Si tu connais un peu le vin, tu te dis, bon, OK, il n'y a pas de tanin. À la limite, ça se boit froid. Parfait. Moi, je trouve que ça pousse à l'interrogation, par exemple. Oui. Tu sais, tu dis, OK, c'est vin rouge de soif, OK, vin rouge de soif. Mais vin rouge de pressurage direct, si t'es pas dans le monde du vin, si tu connais pas ça, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va peut-être falloir que Puis tu là, poses la question. Si, mettons, je fais c'est un petit acheté, Google, là, si tu c'est sais. acheté ici, Ouais. la personne va vous poser la question. Ça amène une discussion qui est intéressante, je pense. tu Ben, sais. je trouve aussi. Mais donc, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Non. C'est des questions qu'on se pose sur... Puis tu sais, j'étais à Tasting Climate Change en janvier, puis il y avait une des conférences, c'était sur le marketing. Et Nathalie Spielman a dit devant tout le monde, a dit, les Z, ils comprennent pas quand les gens parlent de vin. Puis ce qu'ils veulent, c'est des histoires sur les gens qui font le vin. Puis ils veulent une histoire autour du vin. Donc, quand vous leur parlez peut-être des sols de votre parcelle, puis de l'âge des vignes, puis de tel cépage, puis je pense que vous les perdez. Puis je suis comme, d'accord, on va pas juste tout modifier notre marketing pour que les Z commencent à nous boire. Il faut rester propre à notre identité. Mais je pense qu'il y a des choses à apprendre de ça. Tu sais. Puis je pense qu'il y a encore, vous avez dit, on aime ça, Vincent, quand tu parles du vin. Mais moi aussi, des fois, je m'en rends pas compte, puis je tombe dans le snobisme du vin en utilisant des termes très techniques que les gens comprennent pas. Puis je pense que vulgariser à outrance, c'est pas une mauvaise chose. Tu sais. Je pense qu'il faut se rapprocher des consommateurs, que les gens soient pas intimidés de boire les vins. T'as tellement qu'on fait, raison. tu sais. T'as absolument raison. Nous, on aime ça geeker sur des affaires des fois, mais Ben, on se rend compte que ben, le t'sais, monde autour sont juste comme... On va le faire sur notre site web. Tu sais, C'est on ça. va, Oui, on va c'est le ça, mettre ça. le pedigree Ouais, là, de expliquer. genre la densité de plantation, puis la profondeur du sol. Puis on peut tout donner Ouais. ça sur notre site web. Mais la plupart des consommateurs, le temps de réaction pour choisir la bouteille pour le soir, c'est très court, ce temps-là. Ben oui. Ils n'ont pas beaucoup de temps à hésiter. Puis dans le contexte économique d'aujourd'hui, les gens ne veulent pas acheter une bouteille puis se tromper. Ils veulent être sûrs qu'ils ont acheté la bonne bouteille qui va leur plaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme producteurs, pour se rapprocher de ça puis faciliter la vie aux gens? Ça, c'est toutes sortes de questions. C'est beau que vous posiez ces questions-là. Mais je pense qu'il faut se les Mais je pense poser. qu'on n'a pas le choix. Ouais, On ça. peut pas rester dans l'immobilisme puis juste se dire on va faire la même recette depuis le début en espérant que les choses changent. Tu sais. Ouais. C'est pas moi qui ai inventé ça, là, mais je ne vais pas essayer de trouver le citateur. J'ai l'impression, je vais genre dire Albert Einstein parce que tout vient tout le ça temps dans la d'Albert tête. Einstein. mais tu sais, c'est ça. C'est juste... Faut comme changer un peu notre approche. Puis tu sais, d'ailleurs, j'ai introduit ce vin-là en disant, je l'ai amené aujourd'hui parce que tu sais, ça fait 5 ans qu'on fait du vin, puis ce vin-là qu'on fait, ça fait 5 ans qu'on essaie de le faire. Puis c'est la première année, je pense, qu'on met le doigt sur quelque chose, mais ça a été long. Tu sais, on a peut-être perdu des gens en cours de route, tu sais, qui ont... Faut vivre, faut vendre nos vins. C'est pas parce qu'on les aime moins qu'on peut les vendre à 15$. On va faire faillite. Fait que ça, c'est pas bon. Ouais. Faut qu'il y ait des gens qui aiment notre domaine, puis on a une banque de particuliers qui embarquent avec nous depuis le début, puis on le voit, puis on est fiers de ça. Mais il y a une progression chez nous, puis elle se voit. Puis donc ça, c'est un genre de rosé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé comme en champagne, c'est-à-dire que le jus qui est sorti du pressoir, on l'a divisé.
Puis donc, la première partie des jus a fait ce genre de rosé foncé-là, puis la deuxième partie, elle est allée dans un rouge. On n'a pas inventé ça. Les champenois font ça notamment pour isoler les jus les plus nobles. Nous, c'était pas une affaire de noblesse, c'était de dire, il y a des notes dans les cépages qu'on travaille, dans le Lucie Coleman, dans le market, que vers la fin du prinçoir, c'est un peu lourd. Dans un rouge, ça fonctionne. Dans un genre de rosé, c'est désagréable. Okay. Puis, les jus qui sortent du pressoir au début sont toujours plus acides que les jus de la fin. Encore une fois, si on se réfère à la Champagne, voilà la logique. La Champagne aime l'acidité. Donc, on s'est dit, si on fait un rosé puis un rouge avec ces raisins-là, ben, les premiers jus vont aller dans le rosé, plus d'acidité, les rosés adorent ça, et un peu plus de sérieux, moins d'acidité dans le rouge. Puis donc, ça fait 5 ans qu'on essaie de faire ce vin-là, puis c'est l'année. Je l'ai amené chez Weingut en Allemagne, il y a un mois. Et la bouteille s'est bue en 3 secondes. Il y avait genre des gens d'un peu partout en Europe qui étaient autour. Tu sais, on était comme une dizaine. Et genre, les gens se resservaient tout de suite. Puis genre, Christophe, le mari d'Émilie, m'a pris par le bras. Il était comme, je pense, c'est le meilleur vin que j'ai jamais bu de vous. J'étais comme, ben le chemin aura été un peu long. Puis donc, ça, c'est pas notre 5e vin. En fait, c'est notre 4e année. Je me suis trompé tantôt, parce que là, je me mélange tout le temps le décalage et millésime. Mais le 2025, par exemple, qui est en fût, est travaillé de la même façon. On a été assez confiants de ce qu'on a fait dans ce verre-là pour se dire, OK, je pense qu'on a trouvé une belle façon de travailler ces cépages-là. Mais ça a été long. Puis, les vins du Québec, ceux qui sont encore pas convaincus, dites-vous que ces réflexions-là, puis ce travail-là qui est fait, là, à peu près tout le monde au Québec, genre, se pose ces questions-là, essaye d'optimiser, faire mieux, faire meilleur. Puis c'est pour ça que la progression des vins du Québec, elle est hallucinante. Parce que, tu sais, vous avez découvert les vins du Québec dans les mêmes époques que moi, probablement. Peut-être même toi avant moi. Puis on les aimait déjà. Quand on a commencé à les aimer, on les trouvait déjà bons. Mais quand je repense, tu sais, mettons, au Pervenche 2018, puis je bois Pervenche 2024, je suis comme, oh my God, c'est vraiment meilleur 2024. Déjà, j'aimais 18, puis je tripais là-dessus, puis j'en parlais à tout le monde. Mais même eux qui sont comme plus des vieux de la vieille, ils maîtrisent encore mieux ce qu'ils font. Mais d'année en année, on voit à quel point ça évolue. C'est ça. Puis... Fait que, tu sais, imagine chez des plus jeunes, des gens qui ont commencé plus récemment, des Xavier Burini, nous. Surtout que je vais mettre Xavier Burini dans la même conversation que nous. On travaille des hybrides à date, qui est un terme qu'on essaie aussi d'utiliser moins qu'avant auprès des consommateurs, parce que ça fait comme peur, comme mot. C'est un peu geek, finalement. Mais tu sais, donc des cépages qui ont, disons, moins d'historique auquel on peut se référer. Tu sais, un pinot noir, quand tu cultives du pinot noir, tu le sais comment il a été fait en Bourgogne, comment il a été fait en Loire, comment il a été fait en Allemagne, comment il a été fait au Chili. Fait que t'as des référents. T'as des référents que nous, on n'a pas. Fait qu'il faut se les faire nous-mêmes. Fait que le chemin est un peu long. Mais c'est pour ça que la progression est là. Fait que merci de partager ça avec nous. Ben ouais, merci. Fait que moi, ça me rappelle un peu des genres de rosés foncés du sud de la France, mais avec une bouche qui est clairement québécoise, tu sais. C'est des nez assez mûrs. Oh, c'est bon. Oh, je comprends pourquoi en 5 secondes, là. Oh mon Dieu, c'est délicieux. Je fais boire ça. Puis je l'ai fait goûter à Raw en novembre. Probablement que je vous l'ai fait goûter aussi, mais tu sais, Raw, c'est toujours un peu c'est un peu chaotique. C'est pas toujours le meilleur moment pour comme retenir un vin puis son émotion, mais genre à Raw, j'ai vu dans les yeux des gens, tu sais, j'étais comme, je vous le fais goûter là, mais ça va être disponible au printemps, puis les gens étaient comme, oh j'ai hâte de boire ça au printemps, tu sais. Fait que ce que j'aime, c'est que on retrouve notre identité dans ce vin-là, c'est-à-dire qu'on a toujours essayé de faire des vins assez sérieux. Il y a ça, mais il y a une soif malgré tout, tu sais. Le nez est sérieux, la bouche est festive, tu sais. Puis ça, c'est cool. Puis nous, je pense que ce qui aide à ça, c'est 2 choses. On vendange relativement tard. On accepte l'alcool. Regardez, c'est 13 alcools. On a des collègues qui, pour des raisons de style ou de choix, ils feraient juste le ramasser à 11% d'alcool et ça serait très bon. C'est juste que nous, on préfère l'autre côté de la fenêtre où est-ce que les marqueurs aromatiques sont un peu plus mûrs. L'acidité, elle est encore là, mais il y a un peu la chaleur de l'alcool pour l'équilibrer, qui donne du volume en bouche. Fait que ça, je pense que c'est un marqueur significatif chez nous, nos maturités. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne travaille pratiquement qu'avec des fûts. Donc, tu sais, si vous pensez à des vins dans le monde qui ont toujours eu des acidités un peu plus élevées, ce sont des régions qui, historiquement, travaillent avec les fûts. Le Jura,
la Bourgogne. Aujourd'hui, la Bourgogne, c'est chaud, mais à l'époque, la Bourgogne est devenue la Bourgogne qu'on connaît. Les vins étaient à 11 d'alcool, tu sais, les acidités étaient un peu élevées. Les fûts, ça vient détendre tout le monde. Ça détend tout le monde. J'aimerais ça un T-shirt comme ça. Les fûts, ça détend tout le monde. Moi, j'en achèterais un. Ouais, j'avoue. Ça nous coûte plus cher de travailler en fût. Je l'ai chiffré l'autre fois, là, j'étais comme, on a 35 fûts cette année. On peut estimer qu'au bout d'une moyenne de 7-8 mois d'élevage, c'est 700 litres de vin qui seront disparus à cause de l'évaporation. Ouf! Ça, c'est 700 litres que si on avait travaillé en inox, on n'aurait pas perdu. Fait que normalement, la logique voudrait que nos vins en fût soient au moins 5 à 10 % plus chers que nos vins en inox. Mais dans le marché actuel, on ne le fait pas, ça. Okay. On le prend sur nous. Okay. On pense que nos vins sont meilleurs que s'ils étaient en inox. Puis on pense que de faire du bon vin, c'est ça qui est important. Puis on préfère absorber le prix sur nous, puis de faire des prix qui sont plus compétitifs, le plus possible. Fait que, mais ça, c'est la réalité, t'sais. Mais le fût, pour nous, là, depuis le début, on trouvait ça tellement important. Fait que c'est depuis le début que vous travaillez en fût. OK. Vous n'avez jamais travaillé en inox. Puis la première année, c'était comme un choix, parce que quand tu pars un vignoble, généralement, tu ne veux pas fermenter en fût, c'est moins propre, c'est plus difficile, tu sais. Puis dès que tu veux mettre du jus en contact avec les pots, tu ne veux pas faire ça dans un fût, parce que sinon, tu essaieras de sortir des pots de raisin par un petit trou de 2 pouces. Alors, ça ne sera pas le fun. Mais donc, fait que ça te prend et des cuves et des fûts. Mais si tu penses argent, tu te dis, ben, le fût, c'est un peu un anane. Parce que techniquement, je pourrais fermenter en inox, puis juste tout garder en inox pendant l'hiver, puis j'ai pas besoin de m'acheter de fût. Mais nous, dès l'an 1, on était comme, on est pauvres, mais on veut que nos vins soient le meilleur possible. Puis on trouvait que le fût, c'était la réponse pour ça, tu sais. Fait que je pense que le fût puis la maturité, c'est ce qui explique le style de nos vins. Puis je pense que ça, c'est super il y a beau. une belle soif là-dessus. On a réussi à baisser un peu le prix pour cette année, pour espérer que des établissements aient envie de mettre ça au vert au printemps, que ça parte un peu plus vite chez les épiceries fines et les cavistes. Puis on a un beau volume là-dessus. Fait on espère que ça va bien marcher. Yes. Mais il va falloir faire goûter. Puis c'est tout le temps ça. T'es allé à Raw Paris. T'es allé à Raw Paris pour présenter des vins québécois. Donc c'est ça. Très précieux ça, on n'avait pas vraiment l'envie d'envoyer. Tu sais, c'est des dépenses qui coûtent super cher. Imaginez me mettre moi sur un avion, l'hôtel, une table, envoyer les bouteilles par avion, puis tout ça. Alors que j'ai pas vraiment espoir au final que les vins du Québec se retrouvent en Europe. Est-ce que t'aimerais ou c'est juste une question d'espoir? Pourquoi t'as pas espoir? Ben, dans le sens, j'aimerais ça, mais je pense qu'on aimerait ça que nos vins soient goûtés un peu partout dans le monde, même si c'était des micro-volumes pour genre des curiosités. Je pense que ça aiderait à notre notoriété internationale, mais aussi locale. Tu sais, je pense qu'une partie du succès des vins de Pinard et Filles, pour les gens du Québec, c'est entre autres de savoir que ces vins-là attirent une curiosité à Tokyo, à New York, à Paris. Ça donne l'envie de boire ces vins-là. Tu dis, il y a clairement quelque chose autour de ça. Fait que je pense que ça serait pas mauvais pour nous d'exporter un peu. Mais la France, d'abord, je sais qu'il y a un collègue qui avait regardé, puis genre, son vin, tout en mangeant ses marges au maximum, là, en faisant comme pas d'argent dessus, ça arrivait, chez les cavistes, ça arrivait au prix du champagne. Oh! Ouais. Okay. Alors, pour le consommateur, là, tu te dis, OK, ça va être compliqué. Pas que c'est pas bon, mais c'est ça. Il va falloir que tu le fasses goûter. Ouais. Fait que finalement, je sais que ils avaient regardé ça avec un distributeur, puis finalement, le distributeur qui était super enthousiaste à la base, il a dit, je pense que ça ne m'intéresse pas vraiment de pousser dans cette direction-là, tu sais. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai pas vraiment espoir. Puis, tu sais, la France, surtout dans un contexte difficile de vendre du vin où tout le monde galère un peu. Je suis comme d'arriver avec des vins chers, puis tout ça, je pense pas que ce soit vraiment ça le filon intéressant. Il y aurait peut-être plus d'intérêt pour, disons, je sais pas, Londres, parce que Londres, ils produisent du vin, mais pas tant que ça, tu sais, en Angleterre, surtout de la bulle. Donc, puis ils boivent beaucoup de vin, puis leur taux de change est intéressant pour nous, parce que soudainement, le dollar canadien est pas cher pour eux. Là, il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant là, mais sinon, l'Europe, la France, ils en produisent tellement que j'ai pas d'espoir là. Donc, bref, c'est pas vraiment nous. Moi, quand j'ai parlé avec Isabelle Legéron de Raw, j'ai ouvert la porte à comme peut-être qu'on pourrait faire une table mixte, puis il y aurait différents producteurs derrière la table pour juste qu'on fasse
découvrir, juste comme la simple curiosité. Puis, donc, on était la seule table qu'on est plus qu'un producteur. Puis, moi, j'y allais déjà. Donc, tu sais, ça permettait à sauver des sous à tout le monde impliqué. Le Conseil des vins du Québec a fait envoyer les vins, s'est occupé de la paperasse puis tout ça autour de ça, a fait envoyer donc les 25 producteurs. Donc, il y avait Très Précieux Sang, La Bauge, Nival, Racu et Grand Saint-Charles. Puis, tu sais, j'avais fait une sélection blanc, rouge, hybride, vinifera pour donner un style très... un peu montrer l'éventail de ce qu'on pouvait faire au Québec autant que possible. Okay. Combien tu faisais goûter de... 5 vins. 5 vins? Ah, 5 vins en tout? Ouais, 5 vins en OK, fait tout. un vin de chaque vignoble. Un vin de chaque vignoble, ouais. Ah, ouais. J'ai vraiment voulu faire comme un espèce de line-up all-star. Okay. Bien évidemment, il y a un all-star, à mon avis, qui manque là-dedans, c'est les pervenches. Mais tu sais, les pervenches sont à l'extérieur du pays l'hiver. Le projet s'est décidé super dernière minute. Ils n'avaient pas vraiment de vin disponible pour ça. Okay. C'est le genre de truc qui se prévoit un peu plus d'avance. Fait que c'est sûr que les pervenches, selon moi, si on parle de vin nature et bio, qui doit représenter le Québec, les pervenches font partie de ça. Pour moi, c'est sûr. Je vais être curieuse de savoir c'est quoi tes choix de vin. On pourra pas en parler. On s'en parlera tantôt hors micro. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte rapidement qu'on était un peu la curiosité du salon. Hein. Il y a tout le temps ça à Raw. Le vin d'une région que les gens n'ont jamais goûté, ça crée un intérêt. À Raw Montréal, c'était les vins chinois. Tout le monde voulait goûter les vins chinois. J'ai senti qu'on était un peu ça avec les vins du Japon cette année-là, donc en début février. Puis donc le mot se passait. Puis tu sais, des fois, il y avait un couple de producteurs même. Genre, la femme vient, puis 1 heure après, c'est le mari qui vient parce que la femme a dit il faut vraiment que tu goûtes. Alors ça me disait la qualité est là. Ouais. Parce que si ça n'avait pas été bon, elle aurait dit je suis allé goûter les vins du Québec, dépense pas pour ça, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant. Les Frontenac blancs de la Bauge et de nous étaient généralement le coup de cœur. Ah ouais? Wow. Ouais. Je dis ça, je pense que je dois faire un peu l'avocat du diable là-dessus. Le Frontenac blanc, c'est un cépage haut en alcool, haut en acide et très aromatique. Donc, quand tu mets ton nez dans le verre, il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr. Ça laisse pas indifférent. Et dans un salon comme ça favorise un peu les vins qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Tu sais, entre vous et moi, mettons, le Pinot Noir de Mathieu, c'est un des meilleurs vins au Québec. Mais peut-être que dans un salon où il y a plein de Pinot Noir de Bourgogne, puis d'ailleurs dans France, puis tout ça. Ça sort moins du lot. Peut-être que ça sort moins du lot, ça crée moins la surprise. Les gens font comme c'est bon, c'est bien, c'est cool, tu sais, puis ils passent à autre chose. Alors que, mettons, des Frontenac blancs, au style un peu exubérant, je pense que ça a vraiment créé la surprise, ça a fait discuter beaucoup. Les gens voulaient nous acheter des bouteilles sur place. Beaucoup. J'étais comme, j'ai juste des échantillons. Tu devais tellement être fier. C'est vraiment le fun. J'avais Mathis du Grand Saint-Charles, donc le fils de Martin, était là avec moi. Lui, il revenait de tailler en Loire. Ça adonnait qu'il était à Paris, donc il s'est joint à moi. C'était vraiment le fun pour nous deux. C'était le fun de côtoyer plein de producteurs aussi, tu sais. Puis de voir l'engouement aussi. Ouais. Ben, c'était ça un peu, c'était de tester... voir qu'est-ce que ça génère, tu sais. Puis Raw Wine a fait une publication la veille de l'événement pour annoncer que les vins du Québec seraient là. Et ça a eu une viralité folle. Wow! Oh, oui! Hey, bravo! Genre, ils avaient fait un post sur Vinegood, puis elle me le disait, genre quasiment un peu jalouse. Elle était comme, nous, quand ils ont fait un post sur nous, mettons, il y a eu 10 000 vues, puis vous, vous en avez 65 000. On dirait que ça me donne les larmes aux yeux. Je suis comme, c'est donc bien beau. C'est bien cool. Ouais, fait que je pense que c'est super beau ce qui se passe au Québec en ce moment, malgré le contexte du vin qui est difficile. Ouais. Je pense que les vins du Québec, on ne fait que continuer notre progression en qualité. Il y a de plus en plus de projets beaux aussi qui s'en viennent. Ouais. Il y a plein de trucs dans le pipeline dont on sait des gens qui ont planté de la vigne ou qui ont planté plus de vignes puis que ça s'en vient. Fait que j'espère que les Québécois sont prêts à boire du Québec. En tout cas, nous, on va continuer à travailler fort pour faire boire vos vins parce que c'est incroyable ce que vous faites, vous, à Très Précieux Sang. Puis tout ce qui se passe sur la scène, là, c'est du Québécois. Nous, c'est dans nos gros coups de cœur. Là, dans la dernière année, probablement qu'on a eu... Si on regarde là, entre tout ce qu'on a bu d'ailleurs, tout ce qu'on a dégusté d'ailleurs puis d'ici, je pense que la majorité de nos coups de cœur viennent du Québec. Ouais. C'est impressionnant ce qui se passe. Il y a une soif dans nos vins, là. C'est ça. Il y a une soif dans nos vins qui se perd ailleurs dans le monde. Moi, je veux de l'acidité. Puis quand j'ai découvert le vin québécois en 2016-2017, tout le monde avait peur. Puis nous-mêmes, quand on ouvrait une bouteille, on était comme ça va être trop acide. Puis c'était des peurs souvent fondées.
Puis, écoute, les millésimes se suivent. Et genre, la dernière fois qu'il y a eu un mauvais millésime au Québec, c'était 22. Avant ça, c'était 19. Mais genre, sur 10 ans, c'est les 2 millésimes que je considère acides. Ouais. Sinon, en général, c'est une acidité qui fait vibrer les vins, qui donne de la soif. Quand on est des gens de restauration, nos coups de cœur, généralement, c'est ceux qui ont une soif dedans. Ouais. Parce qu'on finit de travailler, Ben oui. puis on ouvre une bouteille, on a envie qu'elle se boive vite. T'sais, on veut pas un vin méditatif, sérieux, que tout le monde déguste, puis comme, genre ça, on regarde ça pour le Ouais. dimanche soir en famille, puis un petit comité, mais comme, le volume de vin se boit sur la soif, tu sais. Puis je pense que la soif, on en a au Québec, tu sais. Absolument. Puis on en voit de bon plus en plus, puis c'est de plus en plus... En tout cas, moi, avec mes amis, tu sais, toujours quelqu'un qui amène au moins un vin québécois si on se fait une soirée ensemble, puis de gens qui aiment boire du vin. Là. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment le fun, ça. Puis je trouve ça le fun de voir que c'est pas nécessairement moi qui en apporte un, tu sais, Ouais. parce que moi, j'en apporte, on en achète beaucoup, là, On des achète vins beaucoup, ici, là. Ouais. Tu sais, mes derniers achats, c'était du Nival, puis j'ai acheté un vin de goutte, puis un vin de Xavier aussi, Mhm. mais tu sais, La, c'est ça. la qualité, là, je le vois dans le milieu. C'est sûr, j'ai plus autant accès au prix qu'avant, depuis que je suis plus au Candide, mais je pense que les prix baissent. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de producteurs sur certaines cuvées qui ont un petit peu plus de volume réussissent à baisser, alors qu'avec l'euro, notamment, les vins d'ailleurs ne font qu'augmenter. On en parlait Ouais. plus tôt, la Ouais. gestion des prix, C'est c'est un vrai. enjeu. Alors, je pense qu'on s'en vient là, que des établissements qui roulent des gros volumes au verre, qui embarquaient peut-être pas jusqu'à maintenant sur les vins du Québec. Mhm. Je pense que là, soudainement, le prix va amener ça, puis c'est comme ça qu'on se met à boire local. Tu as besoin Ouais. d'ambassadeurs. Tu sais, vous, tu sais, on en a déjà parlé à l'extérieur du micro, vous avez acheté nos 2022 qui étaient un millésime difficile, vous les avez travaillés, puis tout ça, ça a été un petit peu plus long et difficile, mais il y a plein de gens comme ça au Québec qui deviennent des ambassadeurs pour l'industrie, puis qui se battent, puis qui sont comme, regarde, nous, on aime ces producteurs-là, puis on va travailler ces vins-là, on veut les faire connaître, on va essayer de les faire shiner dans le meilleur environnement possible. Quand je suis au Candide, je l'ai tellement fait, là, tu sais, des cuvées que, ça va être un peu moins sexy, ce vin-là. On est-tu capable d'y trouver un plat que soudainement, Ouais. le vin devient meilleur? Puis ça marchait. Puis les gens étaient comme, waouh, c'est donc bien bon, ça. Alors qu'à la dégustation initiale, c'était comme, ça va être un challenge. On va se le dire, on va pas te cacher ici, ça va être un challenge. Mais les challenges, j'en bois de moins en moins. Tu sais, je C'est bois vrai, beaucoup c'est Québec, je bois beaucoup de Ouais. collègues, puis je trouve que c'est rare qu'une bouteille que je suis comme, merde, ça va être difficile à boire, tu sais. C'est tellement le Absolument. fun, la proximité aussi, tu sais. Ah Pour oui. nos clients, de faire des événements vignerons, c'est pas compliqué comme avoir un vigneron de la Slovaquie, mettons, tu sais. Il y a comme cette espèce d'amour-là qui Ouais. se crée aussi, qui est le fun, puis de savoir qu'on peut aller, pas vous visiter vous, mais tu sais, plusieurs vignobles au Québec, Ouais. on peut y aller, puis on peut rencontrer les vignerons dans différents événements, puis ça, c'est vraiment Tu sais, Proximité chouette, avec là. l'humain, c'est... Ouais. L'agroalimentaire, ça permet à des régions de vivre. Tu sais, l'Estrie, c'est tellement une région dynamique à visiter. Charlevoix aussi, c'est des régions où est-ce qu'il y a plein de producteurs artisanaux, où est-ce que tu peux aller voir, où est-ce que les tables où manger sont bonnes, puis tout ça aide. Regarde, moi, dans mon coin, centre du Québec, c'est plus industriel, puis c'est plus des grandes cultures. Ouais. Mais là, il y a nous. Il va-tu en avoir d'autres? Il va-tu avoir un moment donné, tu sais, il y a le restaurant au pâturage qui fait du farm to table. Est-ce qu'il va en avoir plus, tu sais? Et je pense que ça permet de dynamiser les régions, puis je pense que c'est en ligne avec ce que le gouvernement essaie de faire, puis je pense que l'industrie viticole, qui est en croissance, peut aider à ça, tu sais. Absolument. Qu'est-ce qui s'en vient pour Très Précieux Sang dans le court moyen terme? D'abord, c'est stabilisé. Donc, tu sais, nous, on a 5 ans, mais je nous considère encore en démarrage. On a planté de la vigne, des blancs, on a planté des chardonnays, des Zweigel, des pinots noirs. Tu sais, en 2030, disons, à peu près tout le monde va être en pleine production. Je pense qu'on va se stabiliser. On va arrêter je m'excuse de le dire, mais d'être un peu à la corde, au cou avec l'argent, puis la marge de crédit, de jongler d'une paye à l'autre. Ça, c'est de l'énergie mentale qu'on pourrait sauver et mettre ailleurs. On comprend Voilà. très bien. Je sais de quoi tu parles. Alors ça, c'est plate de parler de ça, mais c'est moins sexy, la réalité. mais je pense qu'on serait des producteurs, des vignerons, des vigneronnes plus heureux et heureuses si on fonctionnait un petit peu mieux d'un point de vue monétaire, puis je pense qu'on s'en va vers ça. On arrive à baisser nos prix, on a un petit peu plus de volume. Donc, je pense qu'on est vraiment sur une belle voie. Nos vins sont de meilleur en meilleur chez nous, puis ils vont continuer à chaque année. Je pense qu'à chaque année, on va battre l'année d'avant, tu sais. Oui.
Fait que puis ça, c'est super excitant pour nous de dire le meilleur est à venir, alors que ce qui était derrière nous était quand même pas si mal jusqu'à maintenant. Tu sais. Ouais. Fait que voilà. Ben, on vous le souhaite. Tu sais, c'est beau de vous voir aller, puis c'est le fun de pouvoir avoir, tu sais, goûté au 2022, puis là, de voir la progression. C'est vraiment cool pour nous, là. Ouais. On est super fiers de ce que vous faites, Ouais, puis merci. merci tellement Merci. de donner ton énergie à ce beau projet-là. Merci Vraiment, à vous. là, Merci de le soutenir aussi. On a besoin de gens comme vous. C'est essentiel. Ben, ça nous fait plaisir. Ben, santé! Santé! Merci! Merci.